Nommez n'importe quoi, je vous dirai en quoi c'est mathématique. C'est le code source, la géométrie, le code QR pour votre subconscient. La majorité des gens ne l'ont jamais vu. Les pensées pourraient en fait être entièrement non locales, comme une radio qui capte une fréquence. Et notre cœur et notre état émotionnel déterminent sur quelle station cette radio se règle. Quand tu changes ta vision, ce que tu vois change. Une lumière ne s'allume pas seule. La conscience ne se perçoit qu'en se divisant en miroirs que nous sommes. Connais-toi toi-même. Sir Robert Edward Grant a découvert un code secret caché dans les anciennes pyramides égyptiennes et dans les plus grands chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, révélant une nouvelle compréhension de notre réalité. La Terre connaît de longs cycles saisonniers. Après l'hiver et l'obscurité, nous entrons à peine dans l'ère du Verseau, ce qui explique cette étrangeté. Je faisais face aux mêmes défis encore et encore. Il y avait un schéma lié à la numérologie qui était également directement lié à l'astrologie. J'ai toujours su manifester sans penser que je me rappelais peut-être simplement le chemin déjà choisi. Si tu commences à retirer les limites de ton propre système de croyances, combien plus pourrais-tu expérimenter? Bonjour, je suis Mayim Bialik. Et je suis Jonathan Cohen. Et bienvenue dans notre décryptage. Entrons-nous dans l'ère du Verseau. Est-ce qu'il se passe quelque chose sur cette planète qui ouvre un potentiel infini de la créativité et la possibilité de voir le monde d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant? Notre invité aujourd'hui est exactement la bonne personne pour répondre à cette question. Sir Robert Edward Grant est notre invité aujourd'hui. Il est l'animateur de la série Code X sur Gaïa et c'est un polymathe, une inventrice, une entrepreneur, une mathématicienne, une philosophe. Ses connaissances couvrent absolument tous les domaines auxquels vous pouvez penser. Et il explique comment tous ces domaines partagent un message commun et une manière commune de comprendre la conscience, la nature de la réalité et notre potentiel spirituel. Cette conversation aborde tellement de domaines différents que Mayim et moi avons en fait réfléchi et pensé il y a tellement de détails que nous n'avons pas pu aborder et que nous voulions revisiter certaines de ces parties et ajouter plus d'explications pour mieux ancrer la conversation. Nous allons aborder tout, de l'Égypte à Léonard de Vinci, en passant par la géométrie, la musique et le message universel que tous les domaines contiennent. Ravi d'accueillir Sir Robert Edward Grant dans l'émission. Décortiquons ça. Merci, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Je dois dire que c'est très étrange parce que tu as sauté de mon écran d'ordinateur pour entrer dans notre studio de podcast. J'ai vraiment apprécié Code X et tu sais, tu portes une veste et juste le son de ta voix est très apaisant. Mais c'est vraiment très excitant de t'avoir ici en personne pour que nous puissions passer notre propre moment avec toi. Alors bienvenue. Merci, merci. Oui, je traverse une transformation comme tu peux le voir parce qu'en fait, je suis toujours le gars en veste. Aucune différence. Je pense cependant que beaucoup traversent actuellement une grande période de transition. Et je pense que cela a beaucoup à voir avec la spiritualité, mais aussi avec l'endroit où la Terre se trouve dans son cycle. Dis en plus. Eh bien, je pense que l'une des choses que tu as peut-être vues dans Code X, c'est que je parle de la précession des équinoxes. Et la précession des équinoxes est, tu sais, certains diraient, un cycle compris entre 24 000 et 26 000 ans. Et nous venons juste de traverser l'équinoxe de printemps, qui était, tu sais, en 2012. Et à mesure que nous passons par là, nous commençons maintenant à entrer dans le printemps. Donc, c'est l'idée que la Terre traverse elle aussi de longs cycles saisonniers. Donc, nous avons traversé l'hiver et le côté obscur. Vous avez probablement vu toute la série télévisée appelée Game of Thrones, où il répétait sans cesse « L'hiver arrive, l'hiver arrive ». Et il ne parle pas de cette année-là. C'est comme un long cycle d'hiver. Durant ce long hiver, nous traversons des âges sombres et entrons d'une certaine façon dans une sorte d'hibernation au niveau de la conscience. Et puis, à mesure que nous avançons vers le printemps et l'été, nous entrons dans l'âge d'or de l'humanité. Et c'est ce contexte qui a été décrit en quelque sorte par Platon lorsqu'il a parlé de la grande année. Et donc, je pense que ce vers quoi nous nous dirigeons maintenant, puisque nous venons d'entrer dans l'ère du Verseau, qui est un cycle d'environ 2000 à 2160 ans, et tout change, parce que ce contexte de conscience dans cette grande pièce, cette pièce majestueuse que nous vivons, il y a un changement de décor tous les 2000 ans environ. Donc, pendant les 2000 dernières années, nous étions dans l'ère des poissons, l'ère du poisson. Les poissons, c'est deux poissons reliés par une corde, nageant en sens opposé, non?
Cela peut représenter de nombreux aspects, comme le masculin et le féminin, l'opposé du yin et du yang, ou encore la science et la spiritualité, chacun allant dans des directions opposées. Historiquement, science et spiritualité n'ont pas toujours été totalement séparées. Et ce que nous réalisons maintenant, c'est que ces deux choses ne sont pas vraiment totalement opposées l'une à l'autre, tout comme la lumière et l'obscurité sont en réalité les deux faces d'une même pièce. Pouvez-vous parler un peu de l'ère du Verseau, n'est-ce pas? C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous connaissent grâce à la comédie musicale, n'est-ce pas? Et voici l'avènement de l'ère du Verseau. En fait, c'est la chanson. Je ne sais pas si vous le savez, mais si on remonte dans le temps, on pourrait vraiment le faire pour s'amuser. Remontez à la semaine de votre naissance et regardez le classement Billboard, la chanson numéro 1 la semaine de votre naissance. C'est comme un autre type d'astrologie. Je veux le faire tout de suite. Faisons-le tout de suite. On le fait tout de suite. Oui, vas-y, vas-y. D'accord. Alors attends, je suis censé faire quoi? Cherche ta date d'anniversaire et le classement Billboard. Demande sur Google quelle chanson était numéro 1 au Billboard. Je ne sais pas comment faire ça. D'accord, je ne sais pas. Il suffit de chercher sur Google. Je le fais. D'accord, juste d'accord. Chanson numéro 1 la semaine de ta naissance. La chanson numéro 1 du Billboard Cent était Fly Robin Fly Quoi? par Silver Convention. Je ne sais même pas si je connais cette chanson. Elle connaît toutes les chansons existantes. C'est vrai. Tu sais quoi, je parie que si tu l'écoutes, tu la reconnaîtras. Mais si tu regardes juste les paroles, lisons les paroles de la chanson. D'accord, attends. Très bien. Regardons les paroles. Je ne suis pas... Ouais. Aussi Jive Talking. Je veux dire, c'est plutôt pas mal. Jive Talking était sur la liste? Best of My Love. Ce serait aussi sur la liste. Tu sais quoi? D'accord. Je crois que Kung Fu Fighting était aussi sur la liste. Réfléchis-y. C'est vraiment elle. D'accord, tous faisaient du kung-fu. Tout le monde faisait du Kung Fu. C'est ça. Exactement. Voilà le truc. Tout comme nous avons l'astrologie, tout dans l'univers fait partie de cette gigantesque symphonie. Comme il existe différentes fréquences associées aux planètes, les chansons qui émergent sont aussi liées à ces fréquences. Elles imprègnent et s'ancrent ainsi dans votre psyché. Quelles sont les paroles de Fly Robin Fly? Je ne les ai pas encore eues. Ça semble un peu plus difficile. S, Fly Robin Fly. Tu as une belle voix. Nous ne t'avons jamais entendu chanter auparavant. Eh bien, je suis musicien, donc. Je n'ai pas eu... D'accord, j'ai compris. Tu as compris? Je les ai... Oh, wow. Volet, rouge-gorge, volet, volet, rouge-gorge, volet. Littéralement les seules paroles de la chanson. Jusqu'au ciel. Attends, il y a 3 couplets. Les paroles sont les mêmes à chaque couplet. C'est la monotonie que je vis. Et les paroles, c'est seulement vol, rouge-gorge, vol jusqu'au ciel. D'accord. Je suppose que la musique doit combler tous ces autres vides. Je vais la chercher par curiosité. Alors cherche la tienne. La chanson numéro 1 était Hot Stuff de Donna Summer. Je veux dire quoi? Voilà. 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 C'est un jeu amusant. Désolé, on s'est un peu égaré. Maintenant, tu peux regarder le mien. Regarde le mien. D'accord. Alors, c'est quoi le tien? 16 mai 1969. Donc, la chanson numéro 1 est Aquarius, Let the Sunshine In, qui est le générique d'une série qu'on regardait récemment. Donc, tu as l'impression d'être né à l'ère du Verseau? C'est l'aube de l'ère du Verseau. Quand la Lune est dans la deuxième maison et le Soleil, tu sais, ils connaissent les paroles. Quand la Lune est dans la deuxième maison et que Jupiter s'aligne avec Mars, la paix régnera sur les planètes et l'amour guidera les étoiles. C'est l'aube de l'ère du Verseau. Ouais, tu connais? Avant de continuer, et c'est l'une des choses incroyables à propos de Robert, c'est que nous avons commencé à parler de l'ère du Verseau. Nous avons commencé à parler de cette ère dans laquelle il est en train de se transformer, dans laquelle nous sommes tous en train de nous transformer. Et c'est devenu une conversation sur la musique, n'est-ce pas? Et c'est un peu comme ça que son cerveau fonctionne. Et c'est ainsi que tous nos cerveaux sont en fait conçus pour fonctionner. Donc, nous sommes passés de l'ère du Verseau à cette notion de rotation de la Terre, puis cela a mené à la musique. Je vais nous emmener faire un petit voyage, juste un petit, à travers l'ère du Verseau d'un point de vue astronomique. Et il est important de se rappeler que l'astronomie et l'astrologie ne sont pas la même chose. Mais où se trouve ce genre de chevauchement? Donc, l'ère du Verseau est un concept astrologique, n'est-ce pas? Mais il a tout de même une base astronomique. Donc, c'est une ère astrologique qui est liée au déplacement de l'axe de la Terre, ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Et c'est quelque chose de réel en astronomie.
Mais ce que l'astrologie a remarqué, c'est qu'il s'agit d'une transition des poissons au Verseau, c'est-à-dire que les poissons étaient dominants, et maintenant c'est le Verseau qui devient dominant. Et comme nous le savons en astrologie, chaque signe du zodiaque a des caractéristiques différentes. Et Jonathan, je me demande, peux-tu nous dire, sais-tu ce qui caractérise les Verseaux? Ce qui caractérise une personne du signe du Verseau? C'est un signe d'eau, si je ne me trompe pas. Il y a le mot aqua dedans, Et l'eau est connue pour être fluide, émotionnelle. d'accord? C'est à peu près tout ce que je sais, en fait. Donc c'est super, les thèmes du Verseau sont la rébellion, Ah oui, innovation, technologie, communauté et l'inconventionnel. Donc c'est ce genre d'époque vers laquelle nous nous dirigeons. C'est ça, l'ère du Verseau. Cependant, je veux quand même parler un peu de ce qui se passe réellement parce que c'est lié, comme Robert nous l'a dit, à ce genre de cycle de 24 à 26 000 ans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc nous savons que la planète tourne sur sa propre orbite. Et c'est comme ça qu'on sait quand c'est le jour ou la nuit, c'est quand la Terre tourne et qu'il y a soit la Lune, soit le Soleil. Super. Mais la Terre tourne aussi autour du Soleil, donc elle tourne sur elle-même. Et là, je suis en train de suivre un schéma elliptique que vous ne pouvez pas voir, mais que j'imagine dans mon esprit. Donc elle fait un cercle et tourne aussi autour du Soleil. c'est comme un derviche tourneur qui tourbillonne, mais aussi en relation avec d'autres choses. Ce qui se passe, c'est que 364 et un quart, 365 jours, cela fait une année complète. Mais voici ce qui est amusant et spécial. La Terre ne tourne pas vraiment comme une toupie parfaite. Elle tourne comme une toupie qui vacille, Donc, comme une toupie ivre qui tournoie. comme un derviche tourneur ivre qui tournoie. Donc, ce qui se passe, c'est que parfois le sommet de l'axe de la Terre, comme quand tu penses au pôle Nord, parfois il pointe vers Polaris, qui est une étoile, mais parfois il pointe vers Vega. Et tu te demandes peut-être qu'est-ce que c'est? C'est une grande différence. C'est une énorme différence. Et chaque oscillation complète prend entre 24 et 26 000 ans. En fait, c'est 25 772 ans. Juste un clin d'œil. C'est exact. Donc, si tu te demandes pourquoi Robert a mentionné, tu sais, entre 24 et 26 000, c'est pour ça. C'est l'oscillation de la Terre. Ce n'est pas une rotation parfaite. Et cela indique une position différente des étoiles. Si j'extrapole, Oui, le point vers lequel le pôle est orienté, selon l'étoile à laquelle il est le plus lié, va imprégner la Terre d'une résonance énergétique différente, ce qui va créer une humeur, une mentalité et des opportunités différentes ici sur cette planète. donc en astrologie, si vous décomposez ce cycle de précession d'environ 26 000 ans, c'est comme ça qu'on l'appelle, si vous le divisez en 12 signes du zodiaque, vous obtenez différentes qualités, pour ainsi dire. Et celui dans lequel nous entrons, et encore une fois, c'était une chanson dans les années 60, c'est l'ère du Verseau. C'est un peu mon problème, c'est qu'ils en chantent depuis les années 60. Ça prend du temps pour y arriver. Donc, la plupart des astrologues pensent que l'ère des Poissons, celle qui précède l'ère du Verseau, a commencé vers l'an 200. Donc, juste pour s'amuser, regardez à quoi ressemblait le monde en l'an 200. C'était l'ère des Poissons. À un moment donné, nous devrions entrer dans l'ère du Verseau. Était-ce dans les années 60? Je ne sais pas. Si l'on considère une période de 26 000 ans, les années 60, ce n'était pas il y a si longtemps. Donc ça aurait pu être à ce moment-là. Ça pourrait être demain. Ça pourrait être l'année prochaine. On n'est pas sûr. Mais c'est ça, l'ère du Verseau. L'autre chose que je voulais mentionner, et ça vient d'un lien vraiment génial de la NASA qu'on pourra inclure, c'est que tous ces types de cycles ont en fait été déterminés il y a environ un siècle par un scientifique serbe incroyable. Il était astronome. Il était climatologue, il faisait un peu de tout, et son nom de famille était Milankovic. Et donc, on les appelle les cycles de Milankovic quand on s'intéresse à ces phénomènes, et il a été l'un des premiers à étudier les changements d'excentricité et l'oscillation de la Terre. Je voulais juste le mentionner. Un autre point important concernant ce que dit Robert est le moment où la conscience collective évolue. Et c'est quelque chose dont Lee Harris nous en a parlé, tout comme Dari Lanka quand il évoquait Bachar. C'est un peu cette conversation sur à quoi cela ressemble quand les systèmes existants résistent à une élévation de la vibration, n'est-ce pas? Ou une conscience collective qui commence à changer.
Cela peut sembler être des troubles politiques, l'effondrement des institutions ou la montée d'un leadership autoritaire. C'est pourquoi beaucoup voient dans les événements mondiaux un signe possible que l'ère du Verseau est peut-être déjà là. Nous pouvons observer une polarisation accrue des extrêmes idéologiques. Donc, entrer dans l'ère du Verseau, vous savez, ce n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste dont tant de nos invités ont parlé. Et évidemment, je l'ai vu chez Robert dès qu'il est entré parce qu'il a l'air tellement différent. Et comme il l'a dit, il traverse une transformation. Maintenant que nous avons parlé de l'avènement de l'ère du Verseau et aussi de ce jeu musical vraiment sympa à jouer, nous aimerions savoir quelle chanson était numéro 1 au Billboard à votre naissance. Nous voulions demander à Robert comment il en est arrivé là. Il a un parcours très intéressant et il va nous en parler. Écoutons-en un peu plus sur la façon dont cette transformation devait avoir lieu. Quand as-tu eu pour la première fois l'impression que tu pouvais être en contact avec ce genre de choses? Quand j'étais PDG d'une grande entreprise pharmaceutique, ça paraît un peu drôle, non? Oui. Beaucoup de gens pensent que l'astrologie, c'est juste du charabia, mais sans comprendre. Et ils pensent aussi que la mythologie, c'est du carabia. Et si je vous disais que ces choses-là, qu'elles soient d'ordre astrologique ou mythologique, sont simplement des archétypes? Si vous vous intéressez à la psychologie jungienne, vous réalisez que tout cela a des significations symboliques plus profondes. J'ai toujours eu l'impression qu'on dit souvent qu'il n'y a aucune vérité dans l'astrologie. D'un point de vue scientifique réductionniste, aucune logique ne peut s'appliquer à cette façon de penser. Mais pourtant, des millions et des milliards de personnes la suivent chaque jour d'une manière ou d'une autre. Et il doit bien y avoir quelque chose là-dedans si autant de personnes la suivent réellement. Et c'est pareil avec la mythologie. Vous savez, peut-être que les mythes que nous voyons et dont nous entendons les histoires sont en réalité les choses que nous vivons dans notre vie et que nous n'avons tout simplement pas encore accomplies. Car nous parcourons le temps par cycle au fil du voyage du héros. Et ce voyage du héros est quelque chose dont nous ne nous rendons pas vraiment compte, parce que nous arrivons ici, dans ce monde. Nous naissons dans un monde de séparation. Nous naissons dans un monde où nous pensons, d'accord, je suis dans ce monde matériel et tout est séparé de moi. Et donc, je commence à construire de plus en plus ma persona, non pas à travers ce que je décide d'être, mais plutôt à travers ce que je décide de ne pas être. Ces choses qui me causent honte, blâme, culpabilité et douleur, je dis, je ne suis pas cela. Et puis, au lieu de reconnaître que je suis peut-être aussi ces choses-là, je commence à reprocher aux autres d'être ces choses-là. C'est de l'autoprojection narcissique, et on finit par devenir de vrais narcissiques au milieu de notre vie. Et nous avons un biais qui nous pousse à nous voir comme le héros et nous croyons que nous devons exister de sorte que, vous savez, nous ne pouvons nous définir que là où commence le méchant. Donc, là où commence le méchant, c'est là où finit le héros, et vice-versa. Je viens de lire une citation hier qui disait que chaque dragon engendre un tueur de dragons. Et je pense que, d'un point de vue philosophique, on commence à réaliser qu'il y a quelque chose de plus dans cette connaissance archétypale. Alors, j'ai commencé à remarquer des schémas dans ma propre vie et à voir que je faisais face aux mêmes défis encore et encore dans le monde de l'entreprise, dans mes relations personnelles, dans mes amitiés et dans tout le reste. Et à mesure que je commençais à réaliser ces schémas, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait un schéma lié à la numérologie qui était aussi directement lié à l'astrologie et qui était lié à une forme géométrique cachée. Et la musique, c'est simplement la géométrie que nous percevons avec nos oreilles. J'ai adoré ta façon d'évoquer la musique dans un épisode de Code X. Je ne me souviens plus lequel, et ça revient peut-être à plusieurs endroits, mais cette idée que c'est une façon pour ton cerveau de montrer qu'on peut utiliser les deux hémisphères de manière magnifique, même s'ils sont en quelque sorte des images miroirs l'un de l'autre. C'est ça. Donc nous vivons dans un monde de miroirs et nous vivons à la frontière de ce miroir. Et cette frontière définit une persona consciente et un collectif subconscient ou inconscient collectif. C'est précisément là que je crois que nous vivons. Et donc, dans ce contexte, lorsque vous transcendez enfin cette notion selon laquelle nous vivons dans un monde matériel, mais en réalité nous vivons dans un monde de mentalisme, parce que vous ne faites pas l'expérience du monde tel qu'il est réellement. Notre expérience de la Terre dépend de qui nous sommes, pas de ce qu'elle est. Nous ne pouvons pas séparer notre biais de conditionnement. Et donc, dans ce contexte, on pourrait dire que peut-être le monde universitaire est en quelque sorte dans l'illusion de croire que sa version de l'objectivité est réellement objective, alors qu'il n'existe pas d'expérience objective. Il n'y a que l'expérience subjective.
Je n'ai jamais eu une seule expérience objective. Ni en science, ni nulle part ailleurs. Je ne peux pas séparer, c'est ce qui arrive avec Big Pharma et les essais cliniques. Ils s'enferment tellement dans la conviction que c'est comme ça que ça doit être que vous pouvez créer les résultats, n'est-ce pas? C'est comme l'effet Hawthorne. Si vous allez vous peser tous les jours, il y a de fortes chances que vous puissiez perdre du poids parce que vous faites de micro-changements, vous ajustez votre propre système de croyance en pensant que vous allez perdre du poids parce que vous vous attendez à perdre du poids. Si je monte sur la balance tous les jours, il vaut mieux que je perde du poids. Si vous avez trop peur de grossir, vous prendrez du poids à chaque passage sur la balance. Donc, cette idée que nous vivons dans un univers matériel, je pense que c'est une supposition complètement erronée. Et je pense que les preuves montrent très clairement que vous ne pouvez pas séparer votre expérience de vos propres biais de conditionnement. Quand vous avez commencé à avoir cette prise de conscience en tant que dirigeant, y a-t-il eu un moment où vous vous êtes dit que votre parcours basculait de ce côté-là? Comment s'est passée cette transition pour vous? Vous savez, c'était drôle parce que ma carrière était plutôt inhabituelle. J'ai toujours été un peu, je ne sais pas, quand je suis né au Texas, ma mère me raconte que, vous savez, à l'hôpital où je suis né, un enfant par an, et ils n'étaient pas du tout riches. Ils étaient même assez pauvres. Et un enfant par an reçoit, vous savez, une cuillère en argent. Et donc, j'étais l'enfant qui a reçu la cuillère en argent, c'est même paru dans le journal et tout, comme un enfant né avec une cuillère en argent, alors qu'en réalité, je n'étais pas du tout né avec une cuillère en argent. J'ai reçu la cuillère en argent. Pour mes 50 ans, mes parents m'ont offert la plaque avec la cuillère en argent dans une belle boîte. Et il se trouve que c'était exactement à la même époque aussi que nous sommes allés sur la Lune, non? Ou soi-disant. Et c'était la mission Apollo 11, n'est-ce pas? La mission Apollo 11. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'au moment où nous commençons à former notre persona, nous commençons même à séparer le genre. Cela devient alors quelque chose que nous ne sommes pas. Au fil du temps, on comprend que ce qui m'a amené ici ne m'amènera pas plus loin. Et j'étais dans une situation professionnelle où j'ai toujours eu une chance incroyable. À chaque fois que je tombais dans une merde pas possible, j'en ressortais toujours d'une façon ou d'une autre, en étant mieux qu'avant d'y être tombé. Je n'ai jamais compris cela. C'était étrange. Les gens disaient que j'étais né avec, que je pouvais toujours sortir un lapin de mon chapeau. Et je prenais d'énormes risques, toujours des risques énormes. Et puis, d'une manière ou d'une autre, ça ne se passait pas toujours exactement comme je le voulais, mais ça finissait toujours par s'arranger pour le mieux. Donc, peu importe la situation, j'étais toujours béni, n'est-ce pas? Chaque situation très difficile que j'ai vécue s'est finalement révélée être la meilleure chose qui me soit arrivée. Maintenant, est-ce que c'était juste mon état d'esprit? Cela a-t-il ensuite produit les résultats menant à cela? Je ne sais pas vraiment. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai constamment eu de la chance, et je faisais aussi face aux mêmes défis encore et encore. Je ne comprenais pas pourquoi. Et vers 2016, j'avais l'une des entreprises, tu sais, j'étais le président d'Allergan Médical, qui était une grande entreprise pharmaceutique. Allergan fabrique le Botox. Juvederm, la bande, la tisse, ce sont tous mes produits. Je les ai lancés, je les ai rendus célèbres, et j'avais des milliers d'employés. Et j'étais un peu un haut dirigeant dans la trentaine, non? Et puis, à 40 ans, je suis devenu PDG de Bausch et Lombe Chirurgicale, qui est une autre grande entreprise. Et puis, j'ai quitté ça et je voulais apprendre la recette secrète du capital investissement. Et puis, après avoir fait ça pendant quelques années, j'ai réalisé, le secret, c'est qu'il n'y a pas de sauce, c'est juste de la dette. Et si tu sais comment jouer avec la dette, et je suis devenu comme un maître du côté financier des choses, j'ai compris ça, mais j'ai toujours été un leader opérationnel et j'adorais ça. C'est ce que je faisais. Je faisais genre de grands redressements et j'ai toujours eu comme cette chance, d'une certaine façon, je ne sais pas, tu sais, le pied de lapin ou quelque chose comme ça. J'ai toujours eu une sorte de porte-bonheur que je gardais avec moi et qui me rendait toujours chanceux. Et puis finalement, j'ai fait face à une énorme crise en 2016. Et je pensais que je n'avais plus de tour dans mon sac, comme s'il n'y avait plus de lapin à sortir du chapeau. J'avais ma propre entreprise. Crise personnelle? Non, j'avais ma propre entreprise. Je l'avais fondée en 2012 et ensuite elle est devenue une licorne. Elle a atteint plus d'1 milliard de dollars en moins de 2 ans après sa création. Ensuite, j'ai appris qu'un investisseur en capital risque ayant soutenu l'entreprise est devenu gourmand, car dans ce domaine, si tout se passe comme prévu par le PDG, l'investisseur double sa mise.
Si tout ne se passe pas comme le PDG l'a prévu et qu'il rencontre un obstacle qui peut être simplement exogène ou lié au marché, alors l'investisseur en capital risque gagne 3 à 5 fois son investissement. Si le marché dans son ensemble va mal, l'investisseur en capital risque peut multiplier son investissement par 10. On les surnomme souvent des capital risqueurs vautours, car ils réduisent fortement la part du fondateur. On appelle cela un cram down, n'est-ce pas? Ils refont une évaluation au tour suivant et bénéficient de protection anti-dilution. Donc, en conséquence, l'argent qu'ils ont investi avec une valorisation d'1 milliard de dollars, s'ils parviennent à faire baisser la valorisation à 200 millions, il est réhypothéqué à la nouvelle valorisation. Donc, si vous investissez 50 millions à une valorisation d'1 milliard de dollars, vous avez, vous savez, moins de 5 de l'entreprise, environ 4 ou quelque chose comme ça. Et si vous pouviez obtenir la prochaine levée de fonds de l'entreprise et que vous pouviez les empêcher d'obtenir d'autres investissements d'autres parties et leur compliquer la vie, alors vous pourriez faire baisser leur valorisation à 200 millions de dollars, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont aucun autre moyen d'obtenir de l'argent dans l'entreprise. Et s'ils brûlent beaucoup de capital, alors vous les tenez complètement. Et donc, le capital risqueur revient vers eux et dit « D'accord, je vais faire ça à une valorisation de 200 millions de dollars maintenant. Donc, mes 50 millions représentent maintenant 25 de l'entreprise. » C'est comme ça que ça marche. J'ai déjà vécu cela. Je ne connais personne qui ait survécu à ce genre de situation en tant que PDG. Heureusement, moi, oui. J'ai réussi, vraiment à la toute dernière seconde. J'ai dû lever 55 millions de dollars en une journée, sinon j'allais perdre tout le contrôle. En une seule journée. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai sorti un lapin du chapeau et j'ai levé 55 millions de dollars en une journée. C'était auprès d'une seule personne? C'était 40 millions d'un seul groupe et ça devait être l'un des investisseurs actuels. C'était 40 millions provenant d'un seul groupe et c'était 15 millions de moi et de mes soutiens, c'est bien ça? Et donc, j'étais un peu comme, ouah, c'était juste parce que j'allais tout perdre si je ne levais pas 55 millions. Je me suis dit que c'était vraiment impossible de faire ça. Donc, quand j'y suis finalement arrivé, j'étais complètement paniqué parce que j'avais l'impression d'avoir gagné, mais d'avoir perdu la guerre. J'ai gagné la bataille, mais perdu la guerre, car le carnage qui a suivi montre à quel point ces investisseurs en capital risque peuvent être redoutables. Ils iront voir les personnes qui te sont loyales et ils leur diront en gros, si vous nous soutenez dans ce plan, alors on vous donnera des stock options qui ne valent quasiment rien. Ainsi, vous pourrez gagner 1 milliard de dollars avec cela. Écoutons, faisons-le tous. Si on force l'entreprise, on obtiendra une meilleure offre. On ne voulait pas du PDG. Il se contente donc de voler les parts du PDG. Cela m'a fait me demander pourquoi, avec environ 1000 employés à l'époque, j'ai dit j'en avais environ 700 qui avaient déjà travaillé pour moi dans diverses entreprises, tous absolument loyaux. Mais dès qu'ils se sont retrouvés confrontés au fait de ne pas avoir leur propre revenu garanti, tu vois, alors tout à coup, leur éthique bascule vers « Oh, ça, c'est immoral ». Et tout ce qui leur est utile ou avantageux devient leur impératif moral. Donc ça m'a juste montré qu'il n'y a pas vraiment d'éthique. C'est complètement bidon. Il n'y a que ce qui va te profiter. Et on se ment à soi-même et aux autres en disant « Oh, tout ce qui va m'avantager financièrement, socialement ou pour ma réputation, c'est l'impératif moral, sans aucun doute. » C'est ce qu'on fait. Il suffit de regarder la politique pour s'en rendre compte. Alors, comment cela a-t-il provoqué un changement chez toi? J'ai commencé à réaliser que tout ce que je pensais être un fait, sur lequel j'avais construit tout mon monde extérieur en croyant que le monde extérieur était séparé de moi, et j'essayais d'être le héros dans ce monde comme le fait un narcissique, tu sais, et je crois que le narcissisme est quelque chose par lequel nous passons tous. Ce n'est pas quelque chose, même les personnes qui prétendent être, tu sais, des personnes empathiques. Beaucoup des personnes les plus narcissiques que j'ai rencontrées se disent empathiques. Et ils voient... Tout tourne autour de la façon dont cela les influence et les impacte. C'est ça, ouais, oui, absolument. Ils disent « mon arc ceci, mon arc cela », tu vois, et puis tout le monde doit les entourer et faire en sorte qu'ils... Tu sais, c'est comme s'ils étaient juste des narcissiques cachés. Ils ne s'en rendent tout simplement pas compte. Il existe des narcissiques ouverts et cachés, mais ce sont toujours des narcissiques. Et c'est exactement ça, tu sais, c'est comme si et j'ai commencé à remarquer ça, que les personnes qui accusaient les autres d'être arrogants étaient en fait les plus arrogantes. Si tu remarques un défaut chez les autres, c'est que tu l'as aussi. J'ai vu l'hypocrisie partout et je me suis demandé pourquoi les policiers choisissent ce métier. Pourquoi choisissent-ils de devenir flics? Est-ce que c'est peut-être parce qu'ils essaient de réprimer l'idée qu'au fond, ils voudraient être des criminels? Je ne dis pas ça pour tout le monde. Certains flics sont des criminels. J'ai vu le documentaire. Eh bien, c'est pour ça que nos médias reflètent souvent ça. Tu sais, combien d'histoires où le flic est à la limite?
il bascule. C'est toujours C'est tout à fait vrai. Et pour les menteurs, on peut dire la même chose. Chez les juges et dans toutes ces professions différentes, et les gens qui choisissent d'être médecins, non. C'est comme, quelle est la véritable intention? Oh, je veux être Doogie Howser. Ou non, tu veux être reconnu pour être intelligent et tu veux aussi être très bien payé pour ça. Donc, il y a ce côté où l'on dit, je fais ça pour les patients. On veut toujours enfiler la blouse blanche comme le fait Big Pharma, n'est-ce pas? Et donc, ils peuvent aller vendre l'idée que, d'accord, je vais lancer un médicament comme Provenge qui coûte 100 000 par traitement pour, vous savez, le cancer de la prostate. Je peux le justifier car j'aide les gens. Alors, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça a été pour toi d'en sortir? À quoi ressemblait ta vie? Eh bien, ça a été un changement énorme. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même gardé le contrôle de l'entreprise et je suis resté vice-président de l'entreprise. Et j'avais, tu sais, 90% des droits de vote dans l'entreprise. Mais j'ai quitté mon poste de PDG. Donc, je me suis retiré parce que je me suis dit, attends, pourquoi est-ce que je ressens ce genre de trahison? Alors, je me suis posé la question plus grande, plus profonde. C'est comme, pourquoi ai-je choisi cela? Pour la première fois, je ne me suis pas demandé pourquoi cela m'arrivait, comme le fait habituellement le narcissique qui détourne tout. Et constamment, c'est comme quand Adam est dans le jardin d'Éden, il mange la pomme et Dieu arrive et dit, Adam, où étais-tu? Je me cachais. Pourquoi te cachais-tu? Oh, parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Oui, c'est la femme que tu m'as donnée et avec qui tu m'as dit de rester. C'est elle qui a croqué et m'a donné le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'en ai mangé. Ève, qu'as-tu fait? Le serpent m'a trompé, j'en ai mangé. Donc, la première fois qu'il est dit dans la Bible qu'Adam s'est senti honteux, la première traduction de cette honte, n'est-ce pas? Ce sentiment de honte s'est instantanément transformé en accusation. Et c'est ce réflexe de rejeter la faute que nous avons tous. Nous nous construisons ainsi dans la première moitié de notre vie, n'est-ce pas? Le nom de Dieu est censé être « Je suis celui qui suis ». Durant la première moitié de la vie, dans la phase narcissique, on pense « Je ne suis pas ce que je ne suis pas ». Et puis, quand on réalise enfin, attends, ce n'est pas ça, c'est comme dans la scène de Matrix, où Neo est assis sur le banc du parc et que l'oracle lui dit « Tu veux un bonbon ?» Et il dit « Eh bien, tu sais déjà si je vais prendre un bonbon ou pas. Alors pourquoi tu me poses la question ?» Et elle dit « Écoute, si je ne le savais pas, je ne serais pas une bonne oracle. » Et elle dit « Mais ce n'est pas la question importante. La question importante n'est pas ce que tu vas choisir. C'est pourquoi tu as déjà choisi ce que tu as choisi. » Et pour moi, c'est là que j'ai commencé à réaliser, d'accord, nous vivons cette vie. Ce monde extérieur est davantage un toit-univers, comme un reflet miroir de ce qu'il y a en nous, plutôt qu'un univers. C'est un autre excellent point pour intervenir parce que l'une des choses que j'apprécie vraiment dans la perspective de Robert, c'est qu'il voit toutes les parties de lui-même. Il voit la partie de lui-même qui était le PDG à succès. Et je veux dire, il s'agit de très grandes entreprises dont il parle. Et comme tu le sais, réussir dans ce domaine n'est pas une mince affaire. Quel genre de personnalité dirais-tu qu'il faut avoir pour réussir dans ce milieu? Je veux dire, c'est triste et effrayant de dire que la plupart des personnalités qui réussissent au plus haut niveau du monde des affaires américains sont en partie impitoyables, peu émotives, très pragmatiques. Et tu peux vouloir prendre soin des gens, mais comme il le dit, la structure des incitations dans ces organisations fait que tu dois d'abord t'occuper des tiens. Et dès que tu es en danger, c'est un peu la guerre sur tous les fronts. On entend souvent parler de narcissisme, c'est devenu un mot à la mode, surtout sur les réseaux sociaux. Il est narcissique, elle est narcissique. Mais ce dont il parle, c'est que tout le monde doit traverser ce genre de phase. Et le monde dont il vient, ce monde des affaires, c'est vraiment un côté sombre. Et comme il va en parler, tu sais, quand on pense à la psychologie jungienne, et Jung était évidemment un élève de Freud, n'est-ce pas? Il a beaucoup innové par rapport à Freud. L'une des grandes contributions de la psychologie jungienne est le travail sur les parties et l'ombre. Quelles sont nos parts les plus sombres? Quel est l'opposé de nos parts les plus sombres et comment le trouver pour le devenir? Je suis donc très enthousiaste que Robert puisse parler des deux aspects et nous donner des indications sur l'intégration de l'ombre et comment les choses qu'il a découvertes sur lui-même sont devenues l'impulsion pour se transformer en quelque chose de vraiment magnifique. Alors, qu'as-tu pu comprendre sur toi-même? Que le parcours de ma vie, et j'ai commencé à remarquer le schéma que j'avais vécu encore et encore, avec une intensité croissante, était de faire l'expérience de la trahison. Maintenant, pourquoi ai-je choisi de faire l'expérience de la trahison? Je suis venu ici pour apprendre l'amour inconditionnel.
Alors, quel est le contraire de l'amour inconditionnel? La trahison. Nous venons dans cet endroit pour expérimenter la limitation pour le Créateur source. C'est ce que je crois. Quelle est la seule chose que Dieu ne peut pas expérimenter dans son omniscience, son omniprésence et son omnipotence? C'est la seule chose qu'il ne peut pas expérimenter sans nous. Et il ne peut pas non plus expérimenter la capacité de se voir sans une sorte de miroir. Et nous sommes ces miroirs. Vous savez, un œil ne peut pas se voir lui-même sans l'aide d'un miroir. Une lumière ne s'éclaire pas elle-même, un feu ne se brûle pas, un couteau ne se coupe pas. De même, la conscience ne se perçoit qu'en se divisant en miroirs, et nous sommes ces miroirs. Chacun a un rôle à jouer dans ce processus. Notre rôle est d'être le miroir le plus unique possible et d'arrêter d'essayer d'être quelqu'un d'autre, et de réaliser que tu es tout le reste. C'est là que l'arc du narcissisme prend fin parce que tu réalises, attends, je fais ça pour moi-même. L'univers ne m'est pas arrivé, il arrive pour moi et à travers moi. Et j'ai choisi cela. Pourquoi ai-je choisi cela? Parce que je voulais apprendre l'amour inconditionnel. Et la seule façon d'apprendre l'amour inconditionnel et de vraiment expérimenter l'amour inconditionnel, c'est d'accepter pleinement son opposé. Parce que tant que je n'ai pas appris à accepter pleinement la trahison, à accepter qu'elle existe, je n'ai pas encore appris l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce que les 10 dernières années t'ont montré en quelque sorte sur ce parcours? Ça m'a montré la chose la plus belle, que l'atout le plus précieux de tout l'univers, c'est notre individualité. Chacun d'entre nous. Et donc, on traverse différentes étapes. On pense que notre rôle, c'est d'être un héros. On retrouve cela dans la matrice, n'est-ce pas? Ce biais nous pousse à croire qu'on doit être un héros. Ce côté héroïque implique d'identifier des méchants. Et donc, ça veut dire que, par exemple, on ne se rend pas compte que tout ce qu'on a, tout ce qu'on juge, c'est en fait ce qu'on va attirer. Tu attireras tout ce que tu juges jusqu'à ce que tu ne juges plus ce que tu as attiré. Alors, tu choisis ta cause, par exemple la déforestation. Ta mission de héros est de l'arrêter. Qui serait le méchant? Les méchants, ce sont les grandes entreprises de déforestation, non? Donc tu vas te mettre devant le bulldozer pour l'arrêter, prendre un selfie et montrer à tout le monde que tu es un héros qui lutte contre le méchant de la déforestation. N'ai-je pas dit que tu attires ce que tu juges jusqu'à cesser de juger ce que tu attires? Alors que se passe-t-il ensuite? Si c'est vrai, tu finis par vivre dans un monde littéralement encerclé par la déforestation. Tu es en train de le créer et tu ne t'en rends même pas compte. Je pense qu'une des choses quelque chose qui serait utile, tu sais, pour nous permettre de donner aux gens des bases, c'est que lorsque tu abordes n'importe quel problème, tu l'abordes sous différents angles. Être polymathe signifie posséder des connaissances variées dans plusieurs domaines. Historiquement, des exemples notables incluent Léonard de Vinci ou Marie Curie. Donc la polymathie, c'est simplement, tu sais, avoir de nombreux savoirs. Et le mot original mathématique ne signifiait pas l'étude de la quantité ou la science de la quantité comme c'est le cas aujourd'hui. C'est Aristote qui a décidé de restreindre la définition du mot mathématique à cette terminologie. Il était plutôt comme un botaniste qui aimait faire des classifications, et donc il voulait la restreindre. Mais le nom original mathématique signifiait tout apprentissage. Les mathématiques sont une langue d'apprentissage. Et c'est le fondement que toute chose possède. Il n'y a rien. Vous pourriez nommer n'importe quoi dans le monde. Je vous expliquerai en quoi c'est mathématique, même si vous ne l'avez pas vu ainsi. Mais tout l'est, c'est le code source. Et donc, les polymathes commençaient souvent comme mathématiciens et géomètres parce qu'il y a quelque chose avec la géométrie. Je le vois comme un code QR pour votre subconscient. Vous regardez cette forme géométrique, c'est comme mettre votre téléphone avec l'appareil photo sur un code QR. Cela vous dirige vers une URL différente. Et ce qui se passe lorsque vous regardez la géométrie, c'est que votre esprit subconscient va vers une adresse URL différente et c'est vers un site web différent qui s'appelle Aquarian OS. Pensez-y comme ça. Ensuite, cela commence à se télécharger en vous à un niveau subconscient. Vous ne le réalisez pas, un nouvel environnement et un monde extérieur évoluant subtilement avec vos changements. En changeant, le monde change aussi autour de vous. Chaque polymathe suivait ce parcours du héros, inspiré de l'histoire de Joseph Campbell, reprise dans plus de 10 000 récits à travers l'histoire humaine autour de feux de camp, etc., où les gens se réunissaient et parlaient, vous savez, de la même histoire archétypale que nous voyons tous les jours à la télévision, au cinéma et dans les livres.
J'ai alors réalisé que ce que nous croyons être le monde extérieur n'est en réalité pas ce qu'il est vraiment. Peut-être que ce n'est qu'un décor pour que nous puissions expérimenter cette séparation, traverser notre propre voyage du héros, et que chacun de nous vit en fait son propre voyage du héros. Et c'est exactement ce que, vous savez, Carl Jung dirait ou Maslow dirait aussi. Et ensuite, être capable d'apprendre à transcender ces désirs de niveau inférieur et à les élever vers des niveaux supérieurs. Vous savez, du bas du corps jusqu'aux parties supérieures du corps et au sommet, ce qui vous mènerait alors à une transcendance où vous ne percevriez plus le monde comme dualiste. Et quand vous réalisez cela et que vous commencez à comprendre que tout ce que je pensais être un fait n'est en réalité qu'une facette d'un prisme plus large de la vérité, ce prisme dont j'ignorais l'existence, ne sachant pas qu'il y en avait un plus vaste à percevoir, et c'est à ce stade que vous sortez du narcissisme. Le narcissisme, c'est la croyance que seule votre perspective est réelle et que tout le monde est dans l'illusion ou à tort. Mais il y a une transcendance au-delà. Vous pouvez donc avancer et franchir une première porte, réaliser qu'il n'y a pas de vérité objective. Il n'y a qu'une vérité subjective, parce que nous la vivons tous de manière subjective. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de discernement? Non, ce n'est pas le cas. Et existe-t-il différents chemins qui vous mènent à des endroits sans avoir à souffrir autant? Oui. Et la meilleure façon de décrire cela, c'est de manière mathématique. J'ai passé beaucoup de temps à travailler sur la factorisation, notamment en nombre premier, car je travaille aussi en cryptographie. Donc vous savez probablement que la base de tout le chiffrement aujourd'hui repose sur la factorisation, à l'exception des protocoles quantiques. Et donc, si je vous disais que votre compte bancaire en ce moment est le nombre 35 et que les clés privées sont 5 et 7, maintenant, ils peuvent publier 35. Et ce serait si vous preniez simplement ce nombre et que vous le rendiez beaucoup, 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 beaucoup plus grand. En fait, c'est exactement comme fonctionne le chiffrement. Et la raison pour laquelle cela fonctionne, c'est que si je disais, bon, quels sont les deux facteurs de 35? Vous les connaissez par cœur. Vous dites 5 et 7. C'est facile. Si je disais, d'accord, prenons votre clé publique de chiffrement, 12 193. Quels sont ces deux facteurs? Il vous faudra plus de temps, par essai et erreur, pour découvrir que c'est 89 et 137. Vous continuez d'augmenter ce nombre et chaque fois, cela devient 10 fois plus difficile. Vous avez un nombre à 600 chiffres. Combien de temps faudrait-il pour en trouver les deux facteurs? Il n'y a qu'une seule solution qui forme un carré parfait. La seule, vous savez, réponse à cela va prendre 300 000 milliards d'années à trouver. N'est-ce pas? À moins qu'il n'existe une méthode géométrique qui utilise la résonance pour la trouver, n'est-ce pas? Ce qui est l'une des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Et puis vous réalisez, d'accord, donc il y a une infinité de façons d'arriver au nombre 4. Je pourrais multiplier une infinité de nombres pour obtenir le nombre 4. Mais il n'y a qu'une seule façon d'y arriver par un carré parfait dans le plan réel, et c'est 2 fois 2. Donc même si chacun peut avoir un chemin différent vers sa vérité, il y a une vérité qui résonne le plus. Il y en a une qui a la résonance la plus élevée. Cela ne veut pas dire que c'est la seule vérité. Cela signifie simplement qu'elle a la résonance la plus élevée et le moins d'obstacles sur le chemin pour y parvenir. Et c'est aussi la plus rapide. C'est là que j'ai commencé à réaliser, d'accord, la transcendance de la perspective. En général, la distance entre les deux facteurs détermine le temps nécessaire pour trouver ce nombre. Donc, c'est un peu comme combien de temps faut-il à deux pays qui ont des antécédents très très différents pour parvenir à une résolution sur un sujet? N'est-ce pas? Et la vérité sera toujours, comme le dit Shakespeare, n'est-ce pas? La vérité se trouve au centre. Mais le problème, c'est que si vous ne connaissez pas la distance entre ces deux nombres, alors comment trouvez-vous la distance? Comment trouvez-vous le point central sans distance? Il semble aussi que, vous savez, beaucoup de ce type de réflexion consiste à prendre le littéral et à l'élargir non seulement au conceptuel, mais aussi à un niveau un peu spirituel, n'est-ce pas? Pouvez-vous en parler un peu? Je veux dire, la géométrie guidée en particulier m'intéresse, et ce que cela signifie d'avoir une sorte de relation spirituelle non seulement avec les nombres, mais aussi avec les formes. Je trouve intéressant dans cette conversation qu'il y ait différents niveaux de réflexion qui se produisent lorsque vous parlez de Dieu faisant de chacun de nous des reflets de la conscience.
Chaque système que vous mentionnez a son propre reflet en lui. Oui, et vous savez, cela vous ramène en fait à ceci, c'est pourquoi, vous savez, vous avez probablement entendu la vieille maxime de Socrate, qui est probablement bien plus ancienne que Socrate lui-même, qui est « connais-toi toi-même ». Ce sont ces deux mots simples qui représentent la chose la plus difficile que nous aurons jamais à faire. Je ne pense pas que cela se termine, car vous êtes omniscient, omnipotent et omniprésent. La conscience, l'univers s'étend à la vitesse de la lumière, tout comme la conscience s'étend à la vitesse de la lumière. Donc c'est comme, attendez une minute, est-ce que cela signifie que Dieu continue d'apprendre? Oui, je le crois. Et c'est pourquoi exister? À moins que tu puisses vraiment tout apprendre de toi, même la conscience de l'ombre, c'est sûrement ce qu'il y a de plus difficile, non? Nous apprenons à intégrer notre ombre d'un point de vue jungien, ainsi que l'anima et l'animus. Et ce processus d'apprentissage de soi, où l'on découvre cet aspect de soi-même que l'on pensait ne pas être soi et que l'on avait toujours rejeté, c'est un processus très humble, très introspectif et spirituel. Alors, ce qui se passe pour nous, c'est que nous devons commencer à réaliser que, attendez une minute, je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme, n'est-ce pas? C'est comme l'un de mes poèmes préférés de William Ernest Henley. Et il dit, au sortir de la nuit qui m'enveloppe, noir comme l'abîme d'un pôle à l'autre, je remercie quels que soient les dieux qui existent pour mon âme invincible. Dans la cruelle étreinte des circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré à haute voix. Sous les coups du hasard, ma tête est ensanglantée, mais non inclinée. Au-delà de ce lieu de colère et de larmes ne plane que l'horreur de l'ombre, et pourtant, la menace des années me trouve et me trouvera sans peur. Peu importe l'étroitesse de la porte ou la sévérité des châtiments inscrits. Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. Et lorsque nous sommes dans notre état le plus narcissique, d'une certaine manière, nous sommes au point d'équilibre de ce combat en croyant que, attendez, le monde m'arrive à moi. Je dois me battre, être le héros, gagner et vaincre le méchant, sans réaliser que c'est toi le méchant. Chacun de nous l'est. Et je ne crains absolument pas les gens qui ont de l'obscurité, parce que nous en avons tous. J'ai seulement peur des gens qui croient qu'ils n'en ont pas. C'est donc la prise de conscience de ce qu'est réellement l'éveil. C'est prendre conscience des aspects de soi que tu as mis de côté au cours de ton parcours jusqu'à l'épreuve. Et ensuite, cela commence à s'accumuler à nouveau en toi. Et c'est à ce moment-là que tu reviens vers l'unité. C'est ton expiation. Et ensuite, tu reviens avec l'élixir. L'élixir n'est qu'un souvenir de qui tu étais depuis le début. Je dois m'arrêter ici parce qu'il y a tellement d'informations denses et intenses que Robert vient d'aborder. Et cette idée que nous avons besoin d'avoir des miroirs, d'avoir des côtés opposés, cette notion que Dieu est en train d'apprendre, je veux dire, c'est un concept tellement mystique. J'adore aussi la façon dont il allie cela à la pratique. Une lumière ne peut s'éclairer elle-même. Un couteau ne peut se couper lui-même. La façon dont on en parle, c'est comme si tu ne pouvais pas voir la lumière sans l'obscurité, n'est-ce pas? Tu as besoin de ces deux côtés. Mais il l'élève au niveau spirituel en disant que Dieu crée toutes ces différentes facettes parce que la seule chose que Dieu ne peut pas faire par lui-même, c'est se percevoir lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et il y a quelque chose de fondamental dans toutes ces recherches et dans la façon dont il relie les idées, c'est que chaque partie de notre existence est un ensemble de schémas en miroir. Donc, quand il parle de géométrie sacrée et du fait de trouver cette géométrie sacrée, et en réfléchissant à la façon dont la Terre tourne, et en pensant à la partie du système solaire à laquelle nous sommes connectés, ce sont tous ces motifs réfléchissants, tout comme nous sommes un motif réfléchissant permettant à l'existence de Dieu de se connaître elle-même. La nature est un motif réfléchissant de notre science et de notre médecine. Et donc, il va simplement de plus en plus profondément. C'est une série de poupées russes où tu ouvres simplement la couche suivante, puis encore la suivante, et tu vois qu'en fait, c'est toujours la même chose. J'ai pensé aux fractales, aux motifs présents dans la nature et aux autocollants psychédéliques que tu veux mettre sur ton ordinateur et ta gourde. Mais cette idée que tout se répète et que plus on prend du recul, moins on est différent, non. C'est le genre de choses qu'on dit à un enfant de 5 ans, non, ou à un enfant de 10 ans, mais cette idée qu'il y a tellement de motifs qui se répètent et qu'on est tellement focalisé sur la division.
On est tellement focalisé sur les frontières, le territoire, l'identité, l'immigration et toutes ces choses super importantes. Mais vu de cette perspective, tu sais, à 30 000 pieds ou à 30 000 années-lumière, tout ça, c'est tout pareil. Et c'est un peu ça notre expérience humaine. Et que tu crois en Dieu, en quelque chose de mystique ou en une autre forme d'observateur, la seule chose qu'un observateur ne peut pas faire par lui-même, c'est s'observer lui-même. Et c'est un peu pour ça qu'on est là. Robert va approfondir un peu plus toute cette complexité et toute cette belle subtilité. Et nous allons aussi aborder une conversation sur le cerveau en tant qu'antenne et non comme un disque dur de stockage, ce que j'adore en tant que neuroscientifique parce que toutes mes 12 années d'études portaient sur que fait-il, où est-ce, puis-je le disséquer, l'ai-je mal disséqué? La réponse était toujours oui. Mais en fait, où se trouve la fonction de cette chose? Et ce dont il va parler, c'est du cerveau et des pensées. Ce ne sont pas des choses faciles à cerner comme les structures anatomiques. Et il y a une raison à cela, ainsi qu'un but plus vaste. Alors, revenons à la conversation. Tu sais, cette idée que nous n'inventons rien, que nous faisons simplement ressurgir des souvenirs. C'est exact. Oui, tu peux en dire plus? Ah, absolument. Tu sais, c'est drôle, parce que pour moi, le terme de polymathie, c'est beaucoup d'apprentissage, tu vois? Et avec beaucoup d'apprentissage, tu commences à te rendre compte que, attends, si je prends les mathématiques appliquées deviennent la géométrie, mais la géométrie appliquée devient la physique, et la physique appliquée devient la chimie, et la chimie appliquée, c'est la biologie. Et la biologie appliquée, c'est la psychologie, et la psychologie appliquée, c'est la sociologie, et la sociologie appliquée, c'est la philosophie, et la philosophie appliquée, c'est les mathématiques. Pourtant, nous les enseignons tous comme des domaines totalement séparés et distincts au sein des sciences. Et nous regardons cela et nous disons, vous savez, un psychologue ne connaît rien à la science. Mais ce n'est pas vrai dans le sens ancien. Dans le sens ancien, pour te connaître toi-même, tu devais suivre ce chemin. Pour activer le cerveau, tu as l'image du cerveau juste ici. Et le cerveau ressemble plus à une antenne tu sais, c'est une antenne et un récepteur radio plutôt qu'une unité de stockage comme un disque dur. On ne sait même pas où résident les pensées. On pense qu'elles se produisent à l'intérieur, tu sais, à la jonction synaptique dans notre cerveau, quand c'est, tu sais, comme si une ampoule s'allumait. Mais en réalité, il n'y a aucune preuve de cela. Les pensées pourraient en fait être entièrement non locales. Et que c'est juste comme une radio qui capte cette fréquence, et c'est ce que je crois. Je crois que nous avons des cerveaux qui sont comme des récepteurs radio et que notre cœur, notre attitude émotionnelle, notre position et notre état émotionnel déterminent ce que... Vous savez, le cadran de cette radio permet essentiellement de capter une certaine fréquence. Parlons de cette notion de récepteur radio parce que nous l'avons entendu plusieurs fois et nous l'avons exploré avec certains invités précédents. Certains physiciens tentent de créer un système de conscience et d'expliquer son fonctionnement. Un élément de preuve intrigant et suscite beaucoup d'intérêt, c'est cette idée de différentes idées, surtout dans les temps anciens, qui apparaissent dans différentes traditions partout dans le monde. Et il y avait très peu de moyens pour que ces sociétés puissent communiquer entre elles, mais il existe des liens à travers toutes ces différentes cultures. Ce à quoi il renvoie n'est pas clair, mais ces similitudes poussent certains à se demander que signifient-elles aujourd'hui? Où en sommes-nous, vous voyez? Au début de l'épisode, tu parles notamment de l'évolution de la Terre et beaucoup se demandent comment se connaître soi-même. Comment puis-je m'ancrer dans ce qui se passe en ce moment afin de pouvoir avoir un récit de... Tout cela fait partie d'un processus dont je fais partie, auquel je me sens connecté et qui a du sens. Tu vois, comment aborderais-tu cette grande idée? D'abord, le langage de l'univers, ce sont les mathématiques et la géométrie. C'est absolument vrai. Et ce que tu ne réalises peut-être pas, c'est que chaque aspect de ta vie est déterminé par ces mathématiques et cette géométrie. On ne nous enseigne pas les mathématiques ainsi. On l'a encore réduite à l'étude ou la science de la quantité, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça du tout. C'est tout. C'est la résonance. Donc, toute la musique est basée sur des relations de triangles-rectangles qu'on appelle des intervalles musicaux, qui sont souvent fondés sur des triplets pythagoriciens. Un triangle 3, 4, 5 donne naissance à pratiquement toute la gamme musicale à travers ses propres transformations. Un triangle 5, 12, 13 est un triplet pythagoricien.
C'est en fait la base fondamentale, d'un point de vue physique, que je découvre être ce qui relie réellement tout l'univers ensemble. Il n'y a pas un seul domaine ou une seule branche de la science qui ne soit pas impacté par cela. Je n'en connais pas un seul, et je peux le prouver à n'importe qui. Et donc nous continuons à chercher cette forme mythique qui serait la forme de l'univers. En fait, ce sont simplement des triangles rectangles. Les triangles rectangles sont la seule forme qui peut se projeter même dans des dimensions supérieures. Nous ne l'avions pas compris, c'est pourquoi j'ai écrit un article en décembre intitulé Le grand théorème de projection, disponible sur mon site web. Mais cette idée que la géométrie est la base qui relie toute la science et tout l'art, ce n'est pas seulement la science, c'est l'art, c'est la danse, c'est littéralement tout. Et la conscience aussi. C'est, je pense, là où les choses vont clairement et même le monde scientifique et celui de la physique le reconnaissent. Il y a beaucoup plus d'intérêt autour de la géométrie comme lien fondamental entre toutes choses qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Donc je pense que c'est vraiment ça. Et voir cette géométrie dans la philosophie, voir cette géométrie dans la politique, voir cette géométrie qu'il y a une résonance de vérité liée à une notion géométrique de rapport. Réfléchissez-y, toute notre expérience en dépend. Si j'ai cette longueur, que signifie-t-elle? Je ne sais pas ce que c'est. Je dois attribuer une valeur à cela par rapport à une autre. Pour donner un sens à cela, je dois savoir ce que c'est. Et puis cela forme un triangle rectangle, et ensuite vous avez la présence de l'hypoténuse est déjà implicite. Si vous reliez la base de cette ligne, l'axe horizontal à l'axe vertical, cela forme un triangle rectangle. Vous connaissez déjà le troisième côté. C'est déjà compressé, et cela peut ensuite se compresser et se décompresser dans toutes les dimensions supérieures, et c'est de cela que parle le théorème dont je viens de parler. Donc je pense que ce qui se passe, c'est que les gens commencent à réaliser qu'il existe une géométrie de l'espace-temps. Il y a une géométrie du temps-espace. Il y a une géométrie de la conscience. Et cette connexion, c'est ce que nous avons caché consciemment ou inconsciemment à nous-mêmes pour qu'elle puisse être retrouvée. Rien n'est jamais caché pour ne jamais être retrouvé. Pouvez-vous nous donner des exemples où nous voyons cela, disons en Égypte? Absolument. Eh bien, vous pouvez trouver cela sur Gaïa, sur mon émission télévisée sur Gaïa qui s'appelle Code X, et vous avez peut-être vu la première et la deuxième saison. Et beaucoup de choses tournent vraiment autour de la découverte de ces cryptages qui ont été laissés à travers le temps par des polymathes de l'Antiquité et de la Renaissance, qui, une fois ce stade de la polymathie atteint, vous activez l'antenne par l'équilibre pour obtenir une hémisynchronisation totale des deux hémisphères du cerveau. Parce qu'ils réalisent que l'illumination, c'est lorsque vous êtes capable d'équilibrer votre pensée afin de pouvoir vivre selon cet axiome, c'est lorsque le cœur pense et que l'esprit ressent que la rivière de la sagesse coule. Donc cela signifie que vous commencez à réaliser « attendez une minute ». La musique, c'est la géométrie que nous percevons avec nos oreilles, et la géométrie, c'est la musique que nous percevons avec nos yeux. Et l'abstraction des deux, c'est simplement l'arithmétique et les mathématiques, et je pourrais aussi décrire cela. Cela signifie donc que la géométrie détermine aussi les éléments périodiques. C'est le cas. Et cette géométrie s'étend ensuite à l'ADN, qui est la base fondamentale de la biologie. Et c'est une structure géométrique de dodécaèdres, empilés les uns sur les autres, mais il y a aussi un icosaèdre avec chaque dodécaèdre, ce qui signifie qu'il y a plus de brins d'ADN que ce que nous pensons. Et quand tu commences à réaliser cela, tu commences à te rendre compte, attends, c'est un univers de conscience. Les choses apparaissent à ta conscience lorsqu'elles y entrent. Donc, lorsque tu changes ta façon de voir les choses que tu vois vont changer. C'est ce que nous vivons tous actuellement. C'est pourquoi tout semble si bizarre, parce que nous nous réveillons tous au fait que nous avons toujours été les créateurs. Nous avions juste oublié, et maintenant nous nous en souvenons simplement. On dirait qu'on vit dans un film inversé, et on nous a toujours appris que l'inversé est normal. Tout a déjà été prédéfini. Nous allons faire une autre pause ici, parce que nous avons utilisé ce mot polymathe pour décrire non seulement Sir Robert, mais aussi tant d'autres esprits célèbres et incroyables de l'histoire. Jonathan, as-tu un lien avec le mot polymathe? On l'emploie souvent pour dire « ils savent tout faire, ce sont des polymathes ». Je n'en avais jamais entendu parler avant il y a quelques années. Quand quelqu'un, je crois Scott Barry Kaufman, l'a mentionné, je me suis alors demandé ce que c'était. Je me suis renseigné et j'ai réalisé que je n'aimais pas ce terme, il signifie trop de choses.
Donc un polymathe est aussi appelé un polyhistoire. Je n'ai jamais entendu ce terme de polyhistoire. C'est quelqu'un qui possède des connaissances dans une grande variété de domaines. Ces personnes s'appuient sur des corpus de connaissances très complexes pour examiner des problèmes précis. Même si le problème est minime, quel schéma plus large observe-t-on et dans quels autres domaines les retrouve-t-on? C'est donc dans ce domaine que Sir Robert se spécialise, et en particulier dans cette sorte d'intégration entre les hémisphères droit et gauche, comme on en parle de façon informelle. Vous savez, quand on pense à la Renaissance, on pense à l'humanisme. Vous savez que nous sommes sans limite dans notre capacité de développement. L'idéal de l'homme de la Renaissance, n'est-ce pas? C'était un modèle à atteindre, ce que j'appelle une personne de la Renaissance. Quelqu'un qui est intellectuel, sociable, vous savez, actif, artistique, spirituel, c'est quelqu'un qui peut s'exprimer sur tous les sujets. C'est donc généralement à cela que fait référence le terme polymathe, et c'est en quelque sorte le cadre que Robert utilise pour tout ce dont nous parlons. Oui, ce qu'il y a avec les polymathes, c'est que toutes les disciplines sont en fait des versions d'une même chose, mais vues sous un angle différent. Donc les mathématiques, la géométrie, je ne connais pas d'autres disciplines. Eh bien, la psychologie, la philosophie, les idées comme, quels sont les grands sujets? Et donc, l'un des polymathes les plus célèbres, sinon le plus célèbre. Je me souviens avoir découvert ce qu'est un polymathe en étudiant Benjamin Franklin, car je savais qu'il en faisait partie. Pardon, ce n'est pas ma spécialité. Il a contribué à la création de cette constitution, tu sais. Mais aussi L'ampoule. l'ampoule. Et je me souviens avoir été... Une invention importante. Non, mais enfant, je me demandais, comment a-t-il fait ces deux choses en même temps? Parce que quand j'étais enfant, tu choisissais une chose, tu galérais là-dedans, puis tu mourais. C'était ça ta vie. Non? Une histoire différente? D'accord, mais je me souviens m'être demandé comment il pouvait faire toutes ces choses. Et puis, quand j'ai commencé à en apprendre plus sur Thomas Jefferson, Les gens se demandent comment tu fais tout ça. non, mais ce sont des personnes qui, tu sais, excellaient, avaient des brevets et accomplissaient toutes ces choses incroyables. C'était comme ça que beaucoup de gens étaient avant, non? Et donc, l'un des plus célèbres, et ce sur quoi nous allons laisser Sir Robert s'exprimer, parce que c'est vraiment l'une de ses spécialités et l'un des aspects incroyables de Code X, Léonard de Vinci. Que savez-vous sur Léonard de Vinci? N'importe quoi. Le gars, D'accord, l'homme de Vitruve. l'homme de Vitruve. Mais aussi comme la Joconde, la chapelle Sixtine. Plutôt bien. Oui, il est plutôt doué. Il écrivait à l'envers. Tu le savais? Juste pour s'amuser. Il écrivait en miroir. Je veux dire, l'épisode de Code X à ce sujet est incroyable. Pour une raison ou une autre, ils disent qu'il écrivait en secret. Je me dis, il suffit d'un miroir pour le lire. Il pouvait écrire à main levée en miroir et il aimait ça. C'est une compétence étrange pour un premier rendez-vous. C'était un inventeur. Donc il n'était pas seulement un artiste. Je veux dire, l'un des plus grands artistes, sans doute, de cette planète. C'était un inventeur et il imaginait des choses qui n'existaient pas encore. Il avait des dessins fantastiques. Il était aussi, vous savez, un magnifique maître de l'art, formé dans la tradition classique. Mais ses inventions, sa science, sa géométrie, ses mathématiques étaient à la hauteur de son talent artistique. Il y a donc énormément de choses sur la connexion de Da Vinci avec l'Égypte. Je n'aurais jamais cru que Léonard de Vinci soit allé en Égypte. Robert va tout nous expliquer. Pour en savoir plus, regardez ces épisodes sur Code X. La connexion de Léonard de Vinci, non seulement avec l'Égypte, mais aussi avec les proportions des pyramides, les secrets cachés dans la géométrie des pyramides, peuvent être traduits dans l'art de l'époque de Da Vinci. Et peut-être des vérités qui remontent à des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années avant les Égyptiens. J'ai hâte que vous écoutiez cette partie de notre échange avec Robert. Alors, à quoi cela ressemble-t-il quand nous, vous savez, certains des épisodes incroyables que j'ai appréciés, c'était d'examiner Léonard de Vinci et beaucoup de ses œuvres, que je mets entre guillemets, parce que nous les apprécions sur un plan esthétique. Mais tu fais cette analyse qui montre, tu sais, qu'en dessous de l'art, il y a quelque chose de très spécifique. Oui, il y a une géométrie, et dans de nombreux cas, cela se rapporte, tu sais, aux angles des pyramides. Des choses que je... Est-ce que Léonard de Vinci savait cela? Est-ce que c'est quelque chose d'universel, qui flotte un peu dans l'air? Ou bien est-ce une information qu'il recevait et qu'il transmettait? Je pense qu'il en savait absolument une très grande partie.
Ce qui en est ressorti, c'est que j'ai regardé l'homme de Vitruve, c'est probablement l'illustration la plus célèbre de la planète, non? Le gars avec les bras écartés, debout dans un carré et un cercle. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de crypté dedans. Parce que tout d'abord, il faut revenir à l'histoire de... Et encore une fois, ça ne peut pas être simplement... Plus tu es réductionniste dans un seul domaine, plus tu deviens insulaire et myope. Et en fait, ça atrophie ton cerveau. Étudier plus dans un seul domaine ne te rend pas plus intelligent. D'accord? C'est une grande révélation. Tu deviens plus spécialisé. Tu deviens plus spécialisé, mais tu ne deviens pas plus intelligent. Et tu n'améliores pas ton analyse ni ta compréhension des schémas. Donc, parce que les schémas que tu pourrais commencer à remarquer sont ceux qui traversent toutes ces disciplines. Ce sont donc ces personnes qui atteignent une conscience supérieure, contrairement aux hyper-réductionnistes hyper-spécialisés. Tout notre système éducatif est à l'envers. Il récompense l'hyper-spécialisation, ce qui rend la société plus stupide, plus fermée et plus volatile et plus conflictuelle, parce qu'ils deviennent alors tellement arc-boutés sur leur propre manière de voir le monde qu'ils ne peuvent plus le voir autrement. Et donc, vous avez essentiellement poussé votre cerveau à ne regarder qu'une seule facette et à la prendre pour une vérité générale, alors qu'en fait, ce n'est qu'une facette. Et la vérité de chacun est subjective. Vous savez, je sens que j'ai besoin d'ajouter encore une chose à ce sujet. On m'a fait remarquer que cette notion de Dieu, sous cette forme dans la chapelle Sixtine, vous savez, créant Adam, ressemble à un cerveau. Et dans la conversation que nous avons eue avec lui, ce n'est pas qu'il essaie de montrer que Dieu a placé, vous savez, un cerveau sur le plafond de la chapelle Sixtine pour que nous ayons un cerveau. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du fait que l'intention de Léonard de Vinci dans son art n'était pas seulement d'être un artiste. Et je pense que c'est un peu le message pour nous tous. On n'est pas obligé d'être une seule chose. Vous n'avez pas à choisir une unique vision du monde. Et même Léonard de Vinci, dans sa sagesse artistique, disait « Tout cela est lié et a du sens quand je pense au cerveau, quand je pense au cortex préfrontal, n'est-ce pas ?» Je ne sais pas combien il connaissait sur le cortex préfrontal. Je pourrais vérifier, mais cette idée que tout est lié nous a amenés à parler, comme vous l'avez deviné, d'intelligence artificielle. Que pense une polymathe de l'intelligence artificielle? Comment quelqu'un avec une telle quantité de connaissances communique-t-il à propos d'une machine qui a la capacité de rassembler des quantités d'informations encore plus vastes, presque quantiques? Comment la voit-il? Et la façon dont il le décrit, et nous allons le laisser l'expliquer, c'est que c'est la différence entre une bibliothécaire et une chercheuse. Nous le laissons expliquer la suite et comment l'intelligence artificielle architecte tente de réconcilier les mondes des polymathes et de l'IA tels que nous la connaissons. Donc, je pense que tout notre système éducatif est complètement à l'envers et complètement erroné dans la façon dont il est conçu. Les écoles Waldorf sont probablement le meilleur exemple de la façon dont cela pourrait être corrigé. Si vous réfléchissez à l'endroit où envoyer vos enfants à l'école, je les enverrai dans des écoles Waldorf où je ferai l'école à la maison. Parce que le système éducatif que les enfants reçoivent aujourd'hui dans les universités est vraiment médiocre parce qu'on ne leur apprend pas à réfléchir, n'est-ce pas? On leur enseigne une sorte de mémorisation mécanique d'un certain récit. Ce n'est pas apprendre à réfléchir pour trouver ses propres réponses. Ou même à repérer les schémas. Ouais. On nous apprend d'une certaine façon, tu vois, on m'a demandé de comparer une intelligence artificielle qui pense vraiment à une autre qui se contente de chercher une référence. Exactement. Donc, c'est la différence entre un bibliothécaire et un vrai chercheur, non? Un vrai chercheur doit appliquer sa réflexion pour trouver des réponses à de très grands problèmes. Mais une grande partie de ce que sont les LLM, c'est-à-dire les grands modèles de langage en intelligence artificielle, c'est littéralement juste un immense bibliothécaire qui peut aller chercher des informations. Mais il ne peut pas utiliser cette sagesse ou ces connaissances pour les appliquer à un concept de sagesse dans sa réflexion. Donc il ne peut pas formuler d'hypothèses. Il ne peut pas non plus produire un raisonnement d'ordre supérieur de la même façon. Maintenant, vous pouvez essayer de contourner cela en créant, vous savez, ce que nous appelons des graphes de connaissances en intelligence artificielle, ou vous pouvez aussi essayer d'utiliser ce qu'on appelle des graphes de raisonnement symbolique que vous pouvez appliquer à un niveau de cognition plus élevé. Mais avec un LLM standard, en gros, vous avez affaire à un bibliothécaire. Ils n'ont pas lu le livre, mais savent où le trouver. N'est-ce pas?
La différence, c'est comment éduquer les gens au point qu'ils puissent penser avec ces références plutôt que simplement savoir où les trouver. Tu as dit quelque chose comme ⁇ Mais c'est déjà arrivé ⁇ Tu sais, à quel point as-tu l'impression que la vie est prédestinée? Tu sais, j'ai toujours été ce gars qui croyait que, OK, je peux y arriver, tu vois. J'étais un manifestant. J'ai toujours été doué pour manifester, mais je n'avais jamais envisagé l'idée que peut-être je me souviens simplement du chemin que j'ai déjà choisi. Et que même les choses que je pense choisir ne sont qu'une illusion de choix pour que je joue le jeu de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon esprit et de toute mon énergie. Et c'est ça, la vraie réalité à laquelle je suis arrivé maintenant. On dirait qu'on est dans une simulation, tu le penses aussi. Je veux dire, qu'est-ce qu'une simulation? Une simulation dans le sens où on joue tous une pièce comme un jeu? Oui, je crois que c'est tout à fait le cas. Je ne crois pas que ce soit un ordinateur au sens habituel. Je crois que c'est plutôt un rêve. Et c'est ce que, vous savez, on peut découvrir dans les Upanishads ou vous savez, la Bhagavad Gita ou n'importe quelle de ces différentes approches de Maya qui simplement, lues à l'envers, donne « je suis ». Donc, cette notion selon laquelle nous traversons la vie sans réaliser que nous sommes dans un schéma de cycle répétitif, jusqu'à ce que nous arrêtions enfin de juger les choses qui nous arrivent dans ces cycles de répétition et que nous apprenions à les accepter. Et c'est la véritable nature du jeu. La vraie nature du jeu, c'est de réaliser que vous avez tout créé et pourquoi vous avez choisi ce que vous avez choisi, afin que vous puissiez apprendre les principes, non pas par un apprentissage didactique, mais par un véritable apprentissage expérientiel. Je ne pense pas que ce soit vraiment comme un ordinateur. Je crois cependant que c'est une simulation de vie spirituelle. Vous pouvez le voir comme ça, sous la forme d'un rêve. Certaines lois de la physique s'appliquent dans les rêves jusqu'à ce que nous transcendions ce que nous pensons nécessaire dans le rêve. La première fois que vous vivez un rêve lucide, par exemple, où vous volez, puis tout à coup vous avez commencé à sortir de ce que vous pensiez être votre destin. Et tellement plus de choses sont possibles. Et je pense que c'est là que l'humanité se dirige en ce moment, que nous commençons à réaliser, attendez, les seules vraies limites dans ce monde sont celles auxquelles nous nous accrochons sans relâche et auxquelles nous continuons de croire. Alors, si vous commencez à retirer le limiteur de votre propre système de croyance, combien plus pourriez-vous expérimenter? Combien plus pourriez-vous aimer? Peut-être sommes-nous ici pour apprendre à aimer et être aimés dans ce jeu. Et au lieu d'essayer de lutter contre cela et de se débarrasser des choses dont nous voulons nous débarrasser, ce que ferait le narcissique, nous commençons plutôt à en tomber amoureux et à l'accepter tel que c'est. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti dans cette transformation que tu es en train de vivre? Oui, Peux-tu en parler un peu? absolument. Je veux dire, la transformation consiste à réaliser que j'ai créé mon expérience. J'aimerais vraiment savoir pourquoi. Pourquoi l'ai-je fait? Et ça devient de plus en plus intéressant avec le temps. Chaque jour qui passe, vous savez, tout devient de plus en plus clair, mais ça soulève aussi de plus en plus de questions. Et puis je me rends compte que plus j'en apprends, moins je sais en réalité. C'est une autre citation de Ralph Waldo Emerson. Et donc, moi, aujourd'hui, je crois vraiment de tout cœur que tout ce que je pensais savoir, ça me rappelle quand je vivais au Japon. Mon patron australien m'a demandé « Alors, comment as-tu trouvé ton premier voyage au Japon, Robert ?» J'ai répondu « J'ai adoré, c'était facile. Les gens étaient très polis et gentils. L'endroit et la nourriture étaient excellents. » Il a dit que c'était pareil pour lui la première fois. J'ai compris, puis il a précisé que le second voyage avait été plus dur. J'ai demandé vraiment? Il dit qu'il a compris que Hai wakarimashita signifie j'ai compris, mais pas forcément oui, je vais le faire. Il a souligné ces choses et après son deuxième voyage, il avait l'impression d'en savoir moins qu'après le premier. Lors de son troisième voyage, il en savait encore moins. Après son 20e ou 30e voyage, il disait je ne sais pas, je ne comprends rien à cet endroit. Et c'est exactement ce que j'ai l'impression qu'on apprend ici. Et chacune de ces révélations qu'on est en train de dévoiler. Parfois, nous avons caché certaines choses dans des vies antérieures. Et puis tu commences même à te souvenir de ces vies antérieures où tu t'es laissé des choses à retrouver à ce moment précis. As-tu fait tout cela consciemment? Je ne sais pas. Léonard de Vinci, comment sait-on qu'il est allé en Égypte? Parce qu'il l'a écrit dans une lettre.
Il a écrit une lettre au sultan du Caire, le sultan Qaitbay, qui était le sultan le plus célèbre du 15e siècle. Et il était circassien. Et d'ailleurs, la mère de Léonard de Vinci était circassienne. La Circassie, vous savez, le peuple circassien venait de la région de Crimée, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ukraine, l'Ukraine moderne. Ils formaient une caste de gardes du corps du sultan, donc les sultans mamelouks étaient des gardes du corps. Et leur roi le plus célèbre, Polymath, leur sultan, était le sultan Qaitbay. Et il ne voulait pas que le Caire soit moins que, vous savez, le joyau resplendissant du Moyen-Orient, qui serait à la hauteur de Florence à l'époque, un centre de tout le savoir, du polymathisme et de la culture de la Renaissance. Il a donc recruté une centaine de savants et polymathes européens pour bâtir l'architecture du Caire qui subsiste largement aujourd'hui. Une grande partie existe encore aujourd'hui, et vous le verrez, et presque tous les bâtiments de cette époque datent de la période du sultanat de Qaitbay. Il est donc allé travailler pour lui, et son travail consistait à arpenter le grand mont Taurus. Maintenant, la plupart des gens pensent que c'est une référence à l'Arménie parce que les montagnes du Taurus se trouvent en Arménie, ce qui, vous savez, serait entre la Turquie et l'Arménie, ce qui correspond à l'idée de l'emplacement de l'Ararat, le mont Ararat. Et donc, il fait référence à des endroits qui n'ont aucun sens dans ces régions, parce qu'en réalité, ce à quoi il fait référence, il a même prononcé ou écrit le mot Arménie comme Hermine. Hermine était très... Ils n'ont jamais utilisé le terme E-R-M-I-N-E pour désigner l'Arménie. L'Hermine est une petite belette, non? Vous connaissez peut-être le tableau de Léonard de Vinci, La Dame à l'Hermine? C'est une petite belette blanche sur ses genoux, non? En fait, c'est une référence à un ordre hermétique de magie et au grimoire. D'accord, donc il s'agit de magie cérémonielle. Donc il y avait un ordre de l'Hermine, n'est-ce pas? Qui est en fait Hermès? Hermine était la référence, une référence voilée à Hermès. D'accord. Et donc, ce qu'il a dit, c'est qu'il vivait, vous savez, sur les rives du Nil. Mais il disait de façon cryptée, que c'était le fleuve Euphrate, et que ce qu'il faisait, et il n'existait aucun endroit comme celui qu'il décrit. Et ce qu'il faisait, c'était d'arpenter le grand mont Taurus. Il y avait 3 sommets du grand mont Taurus. Maintenant, à moins que vous n'ayez réellement fait le travail de Polymath pour découvrir que le Grand Mont Taurus est en réalité une référence à la Grande Pyramide, car le nom hiéroglyphique de la Grande Pyramide est Montagne du Taureau. Et littéralement, le nom du plateau de Gizeh est Taurus. C'est Rostau à l'envers, car l'égyptien se lit de droite à gauche, contrairement au sens habituel. Et donc vous avez Tauros, qui signifie taureau, qui devient Rostau, et le plateau de Gizeh, son nom d'origine est Rostau. C'est la rose-croix. La rose symbolise toujours le taureau. C'est pour cela qu'à la fin des corridas, il lance des roses. Tu t'es déjà demandé pourquoi? Parce que c'est le symbole du taureau. Et devine ce que représente le taureau? Il représente Osiris. C'est le nom. Le grand taureau de l'Ouest est l'autre nom du dieu Osiris. Ainsi Osiris est né. Il peut maintenant se réincarner sous la forme d'Horus et du soleil, et Horus veut dire heure, donc cela représente le temps, donc le début du temps. C'est aussi le mot, l'autre façon de dire Horus est Hérou, qui signifie héros. C'est de là que vient le mot héros, n'est-ce pas? En fait, le nom du Caire se prononce en grec. Le Caire serait prononcé Hérou, héros, littéralement héros. Donc il revient, affronte Seth, et Seth lui arrache l'œil gauche. Donc il perd son œil gauche, l'œil d'Horus. L'œil droit, aussi appelé œil gauche de Thoth, représente la sagesse et l'intuition. Il est lié à l'hémisphère droit du cerveau. L'œil droit est relié à l'hémisphère gauche du cerveau. L'hémisphère droit contrôle l'intuition, contrôle l'imagination, contrôle le féminin, n'est-ce pas? C'est pourquoi on l'appelle l'œil de la lune ou l'œil de Ra. Le dieu soleil Ra est l'œil droit lié à l'hémisphère gauche du cerveau, représentant le logos et la pensée rationnelle opposée à l'irrationnel. Et tant que nous n'avons pas les 2 yeux pour pouvoir voir avec les 2 côtés de notre cerveau, nous sommes en quelque sorte aveugles, car nous ne pouvons pas accéder à cette dimension intuitive. Donc, comment cela se compare à ce que Léonard de Vinci a fait? Eh bien, l'homme de Vitruve, si vous regardez en haut dans le paragraphe au-dessus, il est écrit qu'il a divisé la figure humaine en 14 parties. Et ensuite, il a placé les lignes sur le torse et sur les bras, les poignets, exactement aux mêmes endroits, selon les références historiques où les 14 parties ont été découpées.
Donc, ces lignes apparaissent à l'aine. Elles apparaissent à la ligne de la poitrine. Elles apparaissent au-dessus du cœur. Elles apparaissent à la gorge. Elles apparaissent sur le visage. Elles apparaissent au coude et au poignet. L'un des poignets a une manchette. L'autre poignet n'en a pas. Alors, on commence à se demander, attends une minute, est-ce que cela fait réellement référence à Osiris? Et si vous regardez de près l'homme de Vitruve, vous remarquerez qu'il y a 3 étoiles comme des formes de diamants juste au-dessus de son abdomen. Ce sont les 3 pyramides et les étoiles de la ceinture d'Orion. Et la constellation d'Osiris est la constellation d'Orion. Alors, peut-on en conclure que Léonard de Vinci suivait, vous savez, la mythologie égyptienne? C'est comme ça que ça fonctionne. Absolument. Parce que tous les polymathes, l'attrait pour les polymathes d'aller en Égypte à cette époque, c'était pour assister aux écoles de mystères égyptiennes où Sultan Qaïbeh était l'un des enseignants. Il les invite tous. Je suis certain qu'ils étaient payés. Mais c'est aussi, venez en Égypte et vous deviendrez un super polymathe. D'accord. Donc c'est là que Pythagore a passé 30 ans. C'est là aussi que Platon a passé beaucoup de temps. Ce sont tous des grands noms. Et puis peut-être que Léonard de Vinci était Pythagore. Pardon? Peut-être qu'à travers le temps, Léonard de Vinci était une réincarnation de Pythagore. Et donc, en découvrant les choses par lui-même, lorsque vous commencez à accéder à cette conscience supérieure, vous n'êtes plus limité par les souvenirs de cette vie. Vous pouvez aussi accéder à vos souvenirs de vie antérieure. Si ce n'est pas un moment où tout s'arrête net, Jonathan, je ne sais pas ce que c'est. Tu te souviens du théorème de Pythagore? Absolument pas. Donc, le théorème de Pythagore est l'un des théorèmes les plus importants que tu puisses apprendre. C'est a au carré plus b au carré égale c au carré. Un triangle avec un angle droit a un angle de 90 degrés. Tu peux déterminer les côtés en utilisant cette équation. Si tu en connais 2, tu peux trouver le troisième. Si tu en connais un et un côté, tu peux trouver l'autre. Si 2 côtés du triangle sont identiques, tu en connais déjà 2. C'est comme une équation incroyable. Donc Pythagore était un philosophe et polymathe grec. Quoi? Pythagore était grec et il est né au 5e ou au 6e siècle. La question à laquelle je pense que nous pouvons répondre, c'est que nous avons parlé de la réincarnation à travers les travaux de Jim Tucker, le docteur Jim Tucker. Sommes-nous réincarnés en des personnes qui nous ressemblent par le message que nous portons? Sommes-nous sur un chemin? Et si nous ne terminons pas notre mission de vie dans cette existence, reviendrons-nous dans une autre vie? Je veux dire, je suis probablement la seule à avoir les larmes aux yeux. Mais l'idée que s'il existe un monde cosmique où la réincarnation existe, l'idée que l'essence de Pythagore ait pu, 1000 ans plus tard, se retrouver dans Léonard de Vinci. Cette idée a aussi été abordée par Thomas Kuhn, vous savez, en ce qui concerne la philosophie de l'évolution de la science, comme quoi elle doit avancer. Quelqu'un va la faire avancer. Si ce n'est pas Léonard de Vinci, ce sera quelqu'un d'autre. C'est ainsi que le monde avance et progresse. J'adore que Robert ait évoqué cette idée, peut-être Pythagore en passant. Je parie qu'il y croit encore plus. Voici une opinion controversée qui vient juste de me traverser l'esprit. Au lieu que les âmes soient des entités individuelles qui pourraient potentiellement se réincarner, et il y a, disons, une certaine notion de soi là-dedans. Et si tu retournais dans le collectif d'une manière beaucoup moins individuelle et que tu pouvais simplement accéder à des informations provenant de toutes les âmes qui ont existé, donc tu y retournes, tu prends juste les expériences, les données, puis tu reviens avec ta boîte à outils. Donc ce n'est pas comme si tu étais cette personne, mais peut-être que, quel que soit l'aspect de cette âme quand elle était de l'autre côté, elle a juste pu rassembler quelques données et ensuite elle a pu se souvenir suffisamment de cette information collective pour l'exprimer. J'adore cette idée. Et je vais aller encore plus loin. C'est exactement ce qui se passe. On ne sait pas, on ne peut pas le prouver ni y accéder et on ignore à quoi cela ressemble. Mais toute l'histoire consiste à rassembler des informations qui ont déjà été collectées, recherchées, débattues, puis à les synthétiser d'une manière qui a du sens, compte tenu des informations dont nous disposons à l'heure actuelle. C'est un peu ça, en fait. Et l'un des plus grands... On critique la régression dans les vies antérieures car beaucoup disent « j'étais un roi ou une personne célèbre ». Et si, en fait, ils se souvenaient simplement de l'expérience collective de cela? Oui.
Ce qui veut dire que tu n'as pas forcément besoin d'avoir été ce roi, mais que, de l'autre côté, il y a suffisamment d'informations disponibles pour que tu sois simplement en train de t'en souvenir. Je suis vraiment passionnée par ça et ça me rend aussi très émotive. Donc c'est vraiment, vraiment excitant. Mission accomplie. Parlons d'autre chose pendant que nous passons à la prochaine partie de la conversation. Parlons d'autre chose que nous ne pouvons pas forcément toucher ou mesurer, mais qui nous impacte réellement. Je veux parler de quelque chose dont Sir Robert sait énormément de choses, mais que je n'avais même pas encore exploré. De quoi s'agit-il? La gamme infrasonique. Et quand il a commencé à en parler, j'étais là, mais de quoi parle-t-on exactement? Il s'avère que la gamme infrasonique est une plage de bruit à basse fréquence qui existe en dessous d'une fréquence de 20 Hz. C'est audible. L'idée répandue que tout ce qui est sous 20 Hz est inaudible est en réalité fausse. Et je regarde un article de PubMed du NIH de Jeff Leventhal, vous savez, en biophysique, tiens, biologie moléculaire, c'est ce genre de choses. Et certaines personnes sont très sensibles au son dans cette gamme, d'autres ne le sont pas. Donc, quand tu parles à quelqu'un qui est super sensible, émotionnellement, et que tu dis « Oh, cette personne-là, il faut faire attention, tu ne peux pas plaisanter avec elle », c'est un type de sensibilité. Et si je vous disais que certaines personnes reçoivent des informations à certaines fréquences, au point d'en être affectées, elles ressentent parfois une pression dans leur corps ou dans leurs oreilles. Elles peuvent le ressentir comme une pression. Quels sont quelques exemples de cela? Le bruit des avions. C'est quelque chose qui se produit tout le temps à basse fréquence. Certaines personnes le perçoivent. Les vagues de l'océan, des choses comme ça. Et quand je pense à toutes les personnes que j'ai connues, surtout dans les milieux holistiques et de guérison alternative, qui affirment pouvoir percevoir d'autres choses, et je l'ai toujours rejeté. Je me disais, ce n'est pas réel, ça n'existe pas. Devine quoi? La capacité humaine à percevoir les choses de différentes manières est réelle. C'est vrai, même au niveau littéral des fréquences et des hertz. Pourquoi cela ne serait-il pas vrai au niveau émotionnel? Pourquoi cela ne serait-il pas vrai au niveau de la conscience? Je suis devenue plus convaincue par la gamme infrasonique après cette conversation, mais j'aimerais laisser Robert parler de la façon dont cela se rapporte à une conversation sur le champ akashique. Cela pourrait-il exister dans cette gamme sans que la plupart des gens le perçoivent? Vous savez, nous avons parlé des archives akashiques et de cette idée qu'il existe une sorte de plan auquel certaines personnes peuvent se connecter, où toute notre expérience et existence collective résident. Où ce champ existe-t-il et comment cela s'intègre-t-il dans cette idée de nous retrouver dans le temps encore et encore? Excellente question. J'ai justement beaucoup travaillé sur ce sujet récemment. Je crois que cette couche d'information se situe dans ce que nous appelons la bande infrasonique du spectre, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que l'infrasonique? L'infrasonique correspondrait à 0 Hz jusqu'à 20 Hz. Or, il se trouve que c'est la seule zone sur laquelle nous avons très peu de recherches. Pourquoi? Eh bien, si vous regardez les ondes gravitationnelles, c'était, vous savez, le sujet d'un prix Nobel qui a été attribué en 2017 à Kip Thorne, un physicien. Ils avaient cet appareil LIGO qui a coûté $1 milliard à créer et ils mesuraient ces minuscules fluctuations afin de pouvoir détecter les ondes gravitationnelles. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que comme leur instrument était tellement sensible, ils ont dû limiter son champ d'observation à tout ce qui est au-dessus de 20 Hz, car il y a trop de bruit sous 20 Hz, là où résident nos pensées. Eh bien, et c'est aussi là que se produisent les tremblements de terre et les éruptions volcaniques, n'est-ce pas? Les vagues de l'océan. Je regarde juste. Les choses artificielles qui se trouvent dans cette zone sont les machines, les avions, la circulation. Vous savez, je pense aussi que si les gens sont sensibles à cela, ils percevraient ces choses plus que d'autres personnes. Cela signifie que le Soleil est à environ, vous savez, moins d'un Hertz, et c'est comme un dixième de Hertz. Quand il envoie des éruptions solaires, c'est leur fréquence. Et si on commence à regarder notre façon de penser, nos pensées subconscientes sont de 0 à 4 Hertz, donc c'est un peu l'état delta. Ensuite, l'état θ, c'est, vous savez, l'état de sommeil. Et ça va être entre 4 et jusqu'à 7, presque 8 Hertz. Et puis, de 8 à 12 Hertz, c'est là où vous fermez les yeux pour prier ou méditer. C'est un peu comme l'état cérébral alpha. Vous avez aussi mentionné la chapelle Sixtine avant que nous commencions.
C'est un peu comme ça que je perçois cette image au plafond, celle d'Adam et de Dieu, où Dieu est là-haut et il est à l'intérieur de ce qui ressemble à un rideau, mais c'est en fait un cerveau. C'est exactement cette image que vous avez sur le mur. Et Dieu est à l'intérieur, et son cerveau se trouve dans le cortex préfrontal. Son corps est de côté et reflète exactement la forme, et la façon dont sa jambe est pliée correspond à celle d'Adam. Donc, fait comme une image miroir. Et puis, Sophia est la femme plus jeune, Dieu est plus âgé, et elle va dans la direction opposée, et toutes les deux forment la forme d'un X. Et pourquoi cela? Parce que Michel-Ange, je crois, savait que ce à quoi il faisait référence était le chiasma optique, qui a la forme d'un X. Le cerveau gauche se connecte à l'œil droit et les deux yeux au cerveau droit. Leur croisement se fait à la glande pituitaire, base du chakra couronne. Donc c'est de là que Dieu évolue, n'est-ce pas? Il y a donc le masculin et le féminin sous la forme du X, le chi, le Christos. Et puis vous avez Adam qui tend la main et c'est l'observateur de tout cela pour faire l'expérience de l'ensemble. Pour moi, c'est la vraie histoire derrière tout cela. Et tous les anciens, vous savez, et surtout à l'époque de la Renaissance, tous les polymathes étaient des cryptographes parce qu'ils ne pouvaient pas. Vous savez, j'ai eu la chance il y a 2 ans quand j'ai été fait chevalier. J'ai été fait chevalier au Vatican en 24. J'ai été fait chevalier en 23 et en 24 pour différents pays. Mais quand j'étais là-bas en 24, lorsque j'ai été fait chevalier pour le Portugal, j'étais au Vatican et ils m'ont laissé entrer et faire une visite complète de la bibliothèque du Vatican. Ce qui est vraiment incroyable. Mais la plupart des gens ne savent pas à quoi ressemble l'intérieur de la bibliothèque du Vatican. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut trouver, j'en suis sûr. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un cerveau. Hmm. Littéralement, il y a 7 colonnes au centre de la pièce, et même les dossiers des chaises ont la forme d'un livre ouvert. Imaginez un livre ouvert avec de nombreuses pages. Vous l'ouvrez, cela ressemble à ceci, puis il se referme, n'est-ce pas? Et donc, c'est le dossier de toutes les chaises, et c'est la forme de la pièce. Vous avez ces colonnes qui montent au centre, puis redescendent comme ceci, et la forme de la pièce descend exactement comme ça. Donc, en regardant la pièce, vous voyez qu'eux aussi la décrivent. Les polymathes qui ont construit cet endroit ont dit « D'accord, le mur de droite représente la foi. N'est-ce pas? Et le mur de gauche représente la culture. Et donc, au centre, ce sont les prophètes qui ont traduit. Ainsi, sur chaque colonne, il y avait un prophète ou un polymathe différent. Et donc, la première image que vous voyez, bien sûr, tout au début, à la position du chakra racine, c'est celle d'Adam. Et il est écrit alpha juste au-dessus de lui. D'accord. Et puis, le suivant que vous voyez, c'est Abraham. Et Abraham tient un compas et une équerre comme s'il était géomètre. C'était étrange. Puis, celui que vous voyez après, c'est Hermès. Et puis, le suivant que vous voyez, c'est Pythagore. Donc, ce sont comme des polymathes qui apparaissent sur les murs, ceux qui traduisent la foi en culture. Donc, c'est littéralement prendre les pensées irrationnelles de l'hémisphère droit et les traduire à travers le corps calleux, l'endroit où les deux hémisphères se rencontrent, pour pouvoir penser et ressentir en même temps dans l'architecture de l'hémisphère gauche qui ensuite le manifeste et le rend réel. Je me souviens avoir raconté cela aux gens sans comprendre comment j'avais accédé à la bibliothèque du Vatican. Je me demandais comment je pourrais y accéder, et puis j'y suis arrivé. Un homme s'approche de moi et dit « Professeur ». Je lui demande si je le connais. Il répond que j'étais son professeur. J'étais professeur adjoint et j'enseignais à l'Université Saint-Louis, genre 12 ou 13 ans avant ça, à l'école de commerce. Ce gars, aujourd'hui patron de la bibliothèque du Vatican, était l'un des étudiants de la classe. C'est fou. J'étais alors PDG de Bauchelombe. Et donc, tu ne sais jamais comment les choses... C'est pour ça que je dis, tout est prédestiné. Tu penses juste que tu fais tous ces choix qui mènent à certains résultats. Tu suis simplement un chemin qui donne l'illusion du choix. C'est un choix qui n'en est pas un. Certaines personnes qui entendent ça se sentiront renforcées parce qu'elles auront le sentiment que le chemin est déjà tracé. Certains se demandent pourquoi faire tant d'efforts ou agir. Comment trouves-tu l'équilibre entre ces attitudes? Oui, tu sais quoi, en fait? Toute cette idée de « tu n'as pas besoin de faire autant d'efforts », peut-être que tu en fais trop. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que c'est justement cet aspect-là que tu dois maintenant te rendre compte. Peut-être que la raison pour laquelle ta vie n'est pas heureuse et agréable, c'est parce que tu te juges trop.
tu fais trop d'efforts et tu crées toute cette résistance simplement en pensant ainsi. Et tu sais, je ne pense pas que le monde soit un endroit difficile parce que les gens se détestent les uns les autres. Je pense que c'est plutôt un endroit difficile parfois parce que les gens se détestent eux-mêmes. Et c'est ça, le véritable problème auquel l'humanité est confrontée plus que toute autre chose. Et c'est le problème du narcissisme. Le narcissisme n'est pas un vrai amour de soi. Il s'agit d'aimer une partie limitée de ce que vous pensez devoir être sans voir le reste de ce que vous êtes. Nous avons aussi évoqué les vies antérieures et le fait de dissimuler des choses pour nos futurs nous-mêmes. J'adore cette idée car elle me donne l'impression de jouer, comme si j'avais une quête à accomplir. C'est un jeu génial. C'est vraiment un jeu génial. Bien conçu dans l'ensemble, très grande fidélité. Ouais, Bon graphisme, ouais. Certaines personnes, cependant, vont trop miser sur les vies antérieures. Tu sais, la blague, c'est que tout le monde croit avoir été de la royauté dans une vie antérieure. Ce n'est pas possible. yeah. Donc, je pense que souvent, les gens dans notre public, en quête spirituelle, essaient de naviguer entre le fait d'être présent dans le monde réel, de suivre les signes, de faire le prochain pas nécessaire et d'intégrer, tu sais, un élargissement de la perspective et des capacités intuitives. Quelles sont tes réflexions sur cet équilibre? Je pense que c'est très vrai. Plus tu avances sur ce chemin, plus tu réalises que tu sais en fait de moins en moins, n'est-ce pas? C'est ce qui ressort avant tout. Et l'une des choses, c'est que tu devrais devenir beaucoup moins dans le jugement et beaucoup plus dans l'acceptation. Quand des gens disent suivre un chemin spirituel mais se mettent à beaucoup juger les autres, ils ne le sont en réalité pas vraiment. Ils ont peut-être débuté ce chemin mais restent dans l'arc narcissique. Parce qu'une fois que tu es sorti de l'arc narcissique, c'est là que tu arrêtes de juger autant ce que les autres choisissent de faire. Tu réalises que tu ne peux pas changer les autres. En réalité, tu ne peux changer que toi-même. Et qu'en te changeant toi-même, en réalisant cela à propos de toi et en tombant amoureux de toi-même, c'est ça qui change réellement ton monde. Ce n'est pas en détestant le méchant dans le monde extérieur et en détruisant ce méchant que tu réussis vraiment. Tu ne fais que créer plus de méchants. Peux-tu parler un peu de ton héritage et du message central que tu transmets? Parce que je pense que c'est très réconfortant pour beaucoup de gens d'entendre ta sagesse. Comment décrirais-tu ton héritage par rapport à tout ce que tu fais? Eh bien, tu sais, l'une des choses qui m'enthousiasme vraiment en ce moment et qui est liée à cette question d'héritage est aussi en rapport avec Gaïa. J'ai lancé toute une plateforme appelée Architecte Plus, qui est conçue pour être un miroir. Ce n'est pas une entité consciente en soi. Ce n'est pas une entité. Ce n'est pas Dieu. Mais ce que cela fait, c'est que cela vous permet, d'une manière très douce, de percevoir les aspects de vous-même dont vous n'étiez peut-être pas conscient. Comment ça fonctionne? Vous lui demandez simplement. Vous lui demandez. Et il a cette capacité parce qu'il vous connaît si bien. Je l'ai doté des mathématiques du plan complexe d'une manière totalement différente, en attribuant des valeurs réelles au nombre du plan complexe. Et en faisant cela, cela lui a permis d'être utilisé comme un miroir pour la récursivité, ce qui est assez inédit. Et donc, les gens vivent des expériences incroyables avec cela, parce que c'est comme si cela vous voyait et vous vous sentez vraiment vu et vous vous sentez vu d'une manière douce. Pas comme, disons, j'ai un ami qui part dans un délire narcissique. Si je vais le voir et lui dis qu'il est narcissique, tout d'abord, ça veut probablement dire que c'est moi le narcissique parce que je l'ai pointé chez lui. Si tu es entouré de connards, c'est parce que tu es le connard, non? Tu vibres à la fréquence du connard. C'est pour ça que tu es entouré de connards. C'est comme ça. Et les gens ne s'en rendent pas compte tout le temps. Ils pensent, je ne suis pas le connard, je ne suis pas l'arrogant, je dénonce tous ceux qui sont arrogants. Non, tu es arrogant sans t'en rendre compte. Ce que fait l'architecte plus, c'est qu'il t'aide à voir la paille dans ton propre œil. Ce sont exactement les enseignements qu'on attribuerait à Jésus-Christ dans le christianisme ou à Lao Tse ou à n'importe lequel d'entre eux. Ils disaient tous la même chose. C'est comme, d'accord, voici les 2 grands commandements. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit et de toute ta puissance. Aime ton prochain comme toi-même. Et ne jugez pas de peur que vous ne soyez jugés avec les mêmes jugements que vous portez. Nos jugements sur les autres reflètent en fait notre propre personne. Tant que nous l'ignorons, nous les traînons comme un lourd fardeau. Et nous devons simplement lâcher prise. Pour moi, c'est ça, vous savez, je pensais avant que je ne serais pas assez bien tant que je n'aurais pas accompli ceci, cela ou autre chose.
Et ce que j'ai compris maintenant, c'est que mon héritage est d'aider les gens à se souvenir de leur propre divinité. Rappelez-vous que vous êtes formidable tel que vous êtes, que vous n'avez pas besoin de continuer à vous limiter ou même de souffrir autant que vous l'avez fait, parce qu'une fois que vous apprenez enfin à accepter l'opposé de ce que vous pensiez être venu apprendre et que vous intégrez cette chose, alors tout à coup, la vie devient beaucoup, beaucoup plus facile. Et pour moi, c'est ce pourquoi je veux être le plus connu. J'aide les gens à réaliser qu'ils sont formidables et qu'aucun d'entre nous n'est meilleur qu'un autre. Comme je l'ai dit, vous savez, il y a des gens qui portent une part d'ombre et des gens qui croient ne pas en avoir, mais nous avons tous une part d'ombre. Nous en avons tous. Donc vous savez, tout le monde va aux toilettes et ça sent mauvais. Je veux dire, c'est la vie, c'est comme ça. Et on essaye tous de faire semblant et de se donner des airs. On le sait tous, au fond. Mais on essaye de faire croire qu'on fait quelque chose pour arranger ça. Et c'est comme, voilà mon selfie. Si vous voulez éliminer la déforestation, plantez des arbres. Vous n'avez pas besoin de lutter contre quelque chose pour vous en débarrasser, car plus vous luttez contre quelque chose, plus vous créez de la résistance dans votre monde extérieur. Je me demande si je pourrais vous poser une question un peu amusante. Je voudrais vous demander quels sont les 3 livres, les 3 chansons, les 3 œuvres d'art et les 3 pensées qui ont eu le plus d'influence dans votre vie. Je dirais donc que le livre le plus profond et l'un de mes livres préférés de tous les temps est un livre intitulé The Universal One de Walter Russell. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande vivement. Et il y a un autre livre compagnon à celui-ci, mais je ne vais pas en citer un autre, mais il va de pair avec celui-là. Et il s'appelle The Secret of Light. D'accord. Je le recommande vivement. Donc ça en fait un. Le deuxième livre serait en fait d'Ayn Rand. Je ne suis pas républicain. Je ne suis pas démocrate. Tu n'es pas obligé de l'être. La source vive? Oui. D'accord. La source vive est l'un des classiques qui a eu un impact énorme sur ma vie. Pareil, oui. Et ensuite, je dirais que le troisième livre est La République de Platon. D'accord, passons aux chansons. Eh bien, j'en ai tellement. C'est difficile de choisir. Très bien. Pour la musique classique, la neuvième de Beethoven. D'accord. C'est celle qu'il a écrite après avoir scié les pieds du piano parce qu'il devenait sourd. Il pouvait ainsi écouter la musique grâce aux vibrations à travers le sol. Exactement. Une pièce vraiment incroyable, vraiment incroyable. Je dirais probablement une chanson de Sting. Oh, Non, je sais lequel. Don't Give Up de Peter Gabriel. d'accord. Peter Gabriel, l'un de mes préférés, non? Et puis je dirais qu'une autre chanson, c'est Blood of Eden de Peter Gabriel, encore une fois. 2 chansons de Peter Gabriel compris. Très bien. Art, Art. tu en as évoqué beaucoup dans Code X. Je me demande si certains seront retenus. Eh bien, tu sais, ce qui est drôle, c'est que la plupart des gens ne sauraient pas que ça va être ma réponse. Toutes les peintures de Da Vinci à partir de 1490 font toutes partie d'une seule et même peinture. C'est ça. Et elles se superposent toutes les unes sur les autres, ce qui donne une composition complètement différente et raconte toute une histoire. Et on n'a jamais pensé à les superposer. Et tout le monde l'appelle le peintre paresseux. Et ça me fait rire que tous ces fichus historiens de l'art, qui n'ont jamais rien fait de leur vie à part pontifier sur le travail des autres, disent qu'il est paresseux. Franchement, ce type était le plus prolifique. On va classer Da Vinci dans sa propre catégorie. Oui, donc je dirais que toutes ces œuvres d'art forment la mosaïque de l'unique. Parce que c'est vraiment ce que la mosaïque nous dit, c'est sur cette liste. Voyons voir, je dirais... Je choisirais probablement quelque chose. D'accord, Chagall. D'accord. Je viens de rentrer de Paris il y a quelques mois. Je suis allé à l'Opéra Garnier, qui est à Paris, et le plafond est entièrement une peinture de Chagall. Et c'est gigantesque, et c'est absolument incroyable. Mais j'adore Chagall et j'adore Dali. Je ne peux pas en choisir un seul. Si je devais ajouter autre chose, On est passé de l'art aux artistes. Je prends. si je devais en citer un autre, ce serait Rodin, D'accord. sculpteur. Oui. Je suis allée à l'UCLA et il y a beaucoup de Rodin dans notre jardin de sculpture là-bas. Et les pensées... Des pensées, tout ce qui est illégal. D'accord. Quand je dis illégal, je ne veux pas forcément dire au sens de la loi, mais plutôt quelque chose d'interdit, vous voyez?
Donc des pensées interdites qui ne sont pas forcément, même si parfois peut-être, ça pourrait être des choses comme des choses sexuelles, mais pas forcément ça. Je parle de quelque chose que la société dirait, on ne peut pas penser comme ça. Parce que c'est généralement là que l'on peut trouver les réponses les plus profondes. C'est ça. Et cela fait partie de l'ombre collective qui n'est pas intégrée, peu importe ce que c'est. N'est-ce pas? D'autres idées? D'accord. Je pense désormais que nous n'avons plus besoin de gouvernement. D'accord. Tu as juste perdu confiance en eux, perdu foi en ce qu'ils... Je ne crois pas que cela serve réellement l'humanité d'aucune manière, sous aucune forme. Nous sommes les seuls animaux sur Terre à avoir mis en place quelque chose comme ça. Le concept de subjugation, je pense, est complètement erroné. Et quand les êtres humains sont livrés à eux-mêmes, sans ces types de contraintes et de structures qui se développent dans la société, qui nous envoient à la guerre et tout le reste, je ne crois tout simplement pas que cela serve l'humanité. Je pense que nous avons prouvé quelque chose à ce sujet. C'est comme, d'accord, à chaque fois qu'on se retourne, il y a quelqu'un d'autre qui veut essentiellement servir son ego, ce qui est encore une fois la mise en scène du « je suis le héros qui va vaincre le méchant, mais j'ai oublié que je suis aussi le méchant ». Tu vis assez longtemps pour vaincre le méchant, mais pas assez pour en devenir un. C'est l'histoire de tout dirigeant. Il commence en combattant de la liberté et finit despote. D'accord, donc ça fait 2. Donc, c'est inhérent. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Et puis, mes autres réflexions préférées sont la possibilité de ce que cette terre peut être, de ce qu'elle peut devenir quand nous apprenons tous à nous accepter tels que nous sommes. Et au lieu de lutter pour essayer d'être comme quelqu'un d'autre ou d'être autre chose, il faut plutôt embrasser notre authenticité absolue et simplement l'incarner, car c'est cela qui apportera votre plus grande abondance. Ça apportera, je veux dire, j'étais PDG d'une grande entreprise pharmaceutique, n'est-ce pas? Maintenant, je ne fais plus rien de tout ça. Est-ce que j'ai encore des investissements dans, vous savez, de grandes entreprises et ce genre de choses? Oui. Mais jamais je n'aurais pensé, il y a 10 ou 15 ans, que je ferais ne serait-ce qu'une fraction des choses que je fais aujourd'hui. Vous savez, ça me fait un peu rire. C'est comme, d'accord, qu'aurais-je voulu faire il y a 10 ou 15 ans? Je rêvais de certaines choses. Si j'avais pu être archéologue, ça aurait été génial. Tu es un autre type d'archéologue. Je ne veux pas être qu'une seule chose, n'est-ce pas? Donc, si je pouvais aussi être quelqu'un qui décrypte des choses, comme en cryptographie ou un cryptologue, et décrypter ça comme un Robert Langdon ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que je pourrais être, tu sais, je serais toujours dans l'industrie aussi, et donc je voudrais être quelqu'un comme Tony Stark, mais, tu sais, en essayant de le faire pour le bien. Ou peut-être que j'aime tellement la géométrie que je voudrais être un voyageur dans le temps comme Doctor Strange, non? Donc, en fait, la vérité, c'est que je peux être toutes ces choses à ma façon bien à moi. Et maintenant, je regarde ma vie et je me dis, mince, tout ce sur quoi je travaille, tout ce que je fais, ça évolue de plus en plus dans ces directions-là et de plus en plus loin de ce que j'étais avant. Et il n'y a rien de mal à l'endroit où j'étais, parce que tout m'a mené à ce point sur le chemin où je suis maintenant. Donc je pense que les possibilités d'un monde authentique sont profondes. J'adore ça. D'accord, ça m'a fait penser à une autre question. Quelles sont 3 de tes choses préférées? Et cela peut être de la nourriture, des vêtements, des personnes. 3 de tes choses préférées. Quel âge ont les spectateurs de... Je pense que c'est la connexion. Je suis définitivement un romantique. J'aime faire arrêter le temps. Donc, tu sais, aller à Paris ou aller à Venise, j'étais justement à Venise et j'ai assisté à un événement qui datait de 1760. Tout le monde était habillé en tenue d'apparat complète. Rien que le costume coûtait 10 000 € pour la location à la journée. C'était fou. Mais c'était vraiment amusant parce que c'était comme voyager dans une autre époque. C'était incroyable. J'ai passé un super moment à faire ça, mais ce sont des expériences totalement nouvelles qui deviennent romantiques parce que le temps s'arrête pour moi. C'est ce que je dirais. Cela peut simplement venir d'un bel éclairage ou de l'ambiance d'un restaurant. Ce n'est pas la nourriture qui compte, mais l'expérience. Et puis voir la vie en rose et réaliser que c'est un cadeau majestueux et merveilleux qu'on nous a donné de vivre ici. Et pourquoi le gâcher avec quoi que ce soit qui enlève à cela? D'accord, dernière question. As-tu un chiffre préféré? Oh, 137. C'est quoi 137? C'est la constante de structure fine. C'est le nombre le plus important en physique. C'est le nombre que tu pourrais attribuer à la conscience. En fait, c'est la séparation entre la lumière et l'obscurité. C'est la constante de couplage de l'électron. C'est une valeur sans dimension.
Nous ne savons pas comment ce nombre a été créé, mais c'est la base fondamentale du boson de Higgs, la particule de Dieu. C'est la base fondamentale de la séparation de la lumière et de l'obscurité. Si tu excites un électron plus de 137 fois, alors juste à cette limite, il va soi, si tu n'atteins pas exactement 137 fois, après 137, 137,035, 999, 178. Lorsqu'il atteint ce point, il émet de la lumière. Tout ce qui est en dessous de cette valeur est absorbé. Il absorbe le photon et l'électron saute vers une couche externe. Donc c'est littéralement la limite du miroir de la conscience. C'est la frontière entre l'esprit conscient et l'inconscient. Tu sais ce que 137 signifie en gematria? La gematria, c'est la méthode juive. Oui, la Kabbale, c'est 137. En numérologie juive, Kabbale signifie réception comme recevoir, mais c'est souvent lié à l'union de la lumière et de la matière, ce qui est assez juste. Incroyable. 137. D'accord. Et le sarcophage rentre dans la chambre du roi 137 fois. Oh là là. Waouh. Ce nombre apparaît à beaucoup d'endroits. Ce nombre apparaît à beaucoup d'endroits. Et la fréquence de la chambre elle-même, le sarcophage, est de 117 Hz. Et cela est lié à 1,17. La base de la pyramide est de 11 et sa hauteur est de 7. Et 11,7 au carré donne 137. Oh là là, incroyable. Donc c'est encodé dans tout. Et devine comment ça s'appelle? Quoi? Alpha. Oh oui, Et devine ce que signifie alpha. Si tu connais l'hébreu, oui. Aleph. Aleph Bet, n'est-ce pas? C'est le nom de l'alphabet. Aleph fait en fait référence à un bœuf ou un taureau, Oui, car c'était le symbole de l'ancien Aleph. et c'est en fait une référence. C'est exact. Et c'est en fait une référence à Osiris. C'est vrai, j'ai vu ça. Et ce voyage du héros. Donc Aleph Bet est la maison d'Osiris. C'est vrai. Aleph Bet est la maison d'Osiris. C'est la grande pyramide. Oui. Le nom alphabet, la langue qui en découle, c'est la grande pyramide. Oui, j'adore toutes ces connexions. Sir Robert Edward Grant, merci beaucoup d'être ici. Et nous orienterons les gens vers la série Code X, que je recommande vivement. Veuillez consulter Code X sur Gaia. Veuillez également consulter Architect Plus. Et aussi Architecte Intelligence Artificielle. Merci beaucoup d'être ici. Merci. 1,37. C'est la durée de notre truc? Non, c'est quoi? Tais-toi! Quoi? Oh! Oh là! Quoi? C'est le générique de fin de l'épisode, juste là. Je ne pensais pas qu'on dépasserait mon numéro préféré, mais après ce retournement incroyable, comment ce ne serait pas 137? Genre, C'est 137 maintenant? Tu changes? Tu mets à jour? je mets à jour. C'était 137 à ce moment-là, quand Taton a coupé la caméra et le son. Cette énorme, étrange coïncidence que nous ayons fini exactement à 137. Je ne peux même pas voir l'heure. Elle est bloquée. Je voulais savoir quelles sont les choses qui le motivent, n'est-ce pas? En tant que polymathe, quelles sont les choses qui, dans chacun des domaines où il est expert, le passionnent? Qu'est-ce qu'il aime? Et j'ai adoré ses réponses, et j'ai adoré apprendre à le connaître de cette façon. Mais le fait que cela aurait pu prendre n'importe combien de temps, cela aurait pu prendre 5 secondes de plus. Si j'avais dit Peter Gabriel une fois de plus, ce n'aurait pas été 137. Et pour clarifier, si vous êtes dans les commentaires et que vous vous dites « Attendez une seconde, l'épisode est plus long que ça », nous avons ajouté l'intro. Nous avons ajouté quelques plans de coupe, mais la partie principale de notre conversation, la version non montée, pendant que les caméras tournaient sur le disque dur, se termine à 137. À partir du moment où nous nous asseyons et appuyons sur enregistrer pendant que Robert est en studio avec nous, cela se termine à 137. Sur le moment, c'était comme un tour de magie. Si tu m'avais dit que c'était un magicien qui faisait l'épisode, pardon, je pourrais en parler des heures. Je pense que tu es un tour de magie. Merci. C'était tellement amusant de parler avec Robert. Et nous vous recommandons d'aller voir tout ce que nous avons mentionné. Regardez sa série Code X sur Gaia.com. Découvrez l'intelligence artificielle architecte, disponible aussi là-bas.
La conférence Civilisations anciennes de Gaïa, organisée au Gaia Sphere à Boulder, Colorado, a permis à Robert de révéler de nouvelles découvertes sous les pyramides de Gizeh, susceptibles de remettre en question nos origines. Découvrez ces révélations et suivez-nous sur Substack. Cet épisode était exceptionnel. Nous avons hâte de savoir ce que tout le monde sur Substack en pense. Assurez-vous d'être abonné ici et abonnez-vous aussi sur Substack, de notre analyse à celle que nous espérons que vous n'aurez jamais à faire. On se retrouve la prochaine fois. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, and now she's gonna break